Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 270 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, nous allons parler des Atlanta Hawks dans le cadre de nos bilans 2024 équipe par équipe avec Azad de QI Basket et du NBA Dreamcast Show. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan de cette saison 2024. Les stats de la saison, vous connaissez, et vous connaissez aussi notre invité du jour qui n'est plus invité, il est chez lui, c'est Azad. Comment vas-tu, Azad? Eh ben, écoute, je suis très content d'être dans ma nouvelle maison, apparemment. Mais oui, très, très, très bien. Il fait chaud, c'est l'été, on enregistre les volets fermés. Mais ça va, content de faire les stats de la saison. Je crois que c'était un peu les premiers épisodes que j'avais fait il y a un an, quand je commençais les podcasts. Du coup, c'est cool de revenir à cette petite série. Ouais, c'est vrai que non, t'as commencé par un article à toi, hein, je crois, sur le Basket Lab, sur les 3&D, où tu nous présentais Buddy Hield comme 3&D. Non, c'est pas. Je sais pas pourquoi je t'ai invité à la base en plus, hein, parce que ça aurait dû être éliminatoire. non, mais effectivement. Non, mais en plus pour parler d'une équipe qu'on aime bien tous les deux, les Atlanta Hawks. Ouais. Oh ouais, bah je pense qu'on les avait mis dans les équipes un peu hype du début de enfin avant la saison, on les avait mis dans les équipes à regarder. Bon, on a été un peu déçus, mais il y a eu quand même des choses intéressantes, et c'est surtout qu'en plus maintenant qu'il y a eu il y a une intersaison quand même assez intéressante où bah déjà ils ont récupéré le premier choix de draft et ils ont échangé des gens de Murray. Donc au final, il y a quand même des mouvements et des choses à analyser, et je pense qu'on va avoir, ça sera encore une de mes équipes hype de la prochaine saison. Ouais, en étant peut-être encore plus hype, on verra ça. Non, mais effectivement, c'est un peu déçu par cette équipe, mais donc on est aujourd'hui là pour en parler. Donc Azad, que vous connaissez évidemment de QI Basket, le trèfle aussi, évidemment, fan de Boston, malheureusement, Azad de partout en fait, hein, tu es sur plein de podcasts, on peut le dire ça. Ouais, j'ai même fait des Twitch live avec nos amis de Symbiose sur justement des matchs NCAA où il y a un rookie de Boston qui a joué, Baylor, le nom de famille je sais plus, mais bon voilà, je suis toujours pas très calé en NCAA, mais voilà, je me teste sur plusieurs terrains pour voir un petit peu où est-ce que je me débrouille. Alors, le programme, vous le connaissez, les bilans de la saison 2024, donc on prend une équipe, les équipes les unes par une, pardon, j'arrive plus à parler. Et donc on fait un bilan à travers le format des 10 stats de la saison, 10 points clés en gros, hein, où les stats, chacun arrive avec 5 stats à présenter, et ça peut être soit une stat qui est intéressante en elle-même, soit sinon la stat est un peu un prétexte pour aborder plein de petits sujets pêle-mêle. Le format, vous le connaissez, Azad, tu connais ce format aussi. Donc ouais. On peut attaquer d'entrée de jeu, hein, si tu veux bien. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Atlanta Hawks 2024? Oui, ça. Eh ben 6-9. Ouais. C'est la fréquence de putback dans les play types des Atlanta Hawks, et du coup c'est la deuxième équipe qui a fait le plus de putback de la NBA cette saison. Donc c'est une équipe qui est très agressive au rebond offensif. C'est une équipe qui joue beaucoup sur ça. En fait, elle est première aussi au nombre de tentatives de putback et de, entre guillemets, possession par tir raté. Donc c'est vraiment une équipe qui a eu un peu une stratégie offensive de jouer le plus possible le rebond offensif pour un petit peu gagner cette bataille des possessions et générer le plus de possessions possible à la fin. Le problème... Le nombre de secondes chance, hein, on peut dire, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et le problème est que c'est une des équipes les moins efficaces sur ce genre d'action. Donc ils sont 23e au point par putback entre guillemets, et ils sont dans le 13e centile de l'efficacité d'après la NBA sur ce genre d'action. Donc concrètement, il y a une approche qui est de générer le plus d'actions possible et de plus de possessions possible, mais disons qu'ils avaient pas les armes en fait pour vraiment rendre ça efficace. Et je pense que c'est une des limites de parfois on parle de ces attaques qui vont beaucoup au rebond offensif, et je pense que le problème d'Atlanta, c'est qu'ils ont pas forcément les intérieurs capables de relancer une action de qualité après le rebond offensif. Du coup, ça va souvent se retrouver dans les mains de Capella, d'Enika Okongwu, même de potentiellement Saddiq Bey ou DeAndre Hunter.
où tes gens t'aimeraient, et c'est vrai que c'est pas forcément beaucoup des actions de qualité qu'il y a eu derrière, comme quoi c'est pas parce que la volonté de jouer le rebond offensif que ça va être une stratégie gagnante, parce que du coup en faisant ça, ils souffrent beaucoup à la défense, à se faire avoir en contre-attaque, et ils offrent beaucoup de transitions, et en plus de ça, ils sont pas efficaces sur les rebonds offensifs. Donc t'as un peu un truc tu fais un pari pour l'instant qui est un peu perdant-perdant, parce que t'es déjà une mauvaise défense sur demi-terrain et t'en es encore plus une du coup sur transition, et en plus de ça, offensivement, ta stratégie d'aller au rebond offensif te permet même pas de vraiment la rentabiliser, parce que tu es mauvais une fois que t'as obtenu ce rebond offensif. Ouais, c'est un peu le truc avec ce fameux jeu des possessions où en effet la nouvelle tendance NBA depuis quelques années, c'est d'essayer de gratter des points là-dessus en fait, ce côté plutôt que de chacun joue au niveau de l'efficacité pure sur le même nombre de tirs, si on arrive à avoir plus de tirs que l'adversaire, peut-être qu'on peut marquer plus de points, qu'importe un peu l'efficacité du coup. C'est un peu le jeu, mais c'est vrai que certaines le jouent et le jouent très bien, et pour d'autres en général, ça peut être parfois aussi un espèce de pansement mis juste on n'est pas forcément très bon, mais on va essayer de compenser un peu de cette manière en multipliant le nombre de possessions, notamment je pense aux Houston Rockets de l'an passé, qui était une très mauvaise équipe, l'an passé 2023 pardon, qui était une très mauvaise équipe avant l'arrivée des Udoka, etc. Donc voilà, à l'époque où ils étaient encore extrêmement mauvais, et pourtant c'était une des équipes qui allait le plus au rebond offensif. Donc il y avait un peu ce jeu là, un peu du jeu des possessions, de dire c'était pas pour améliorer l'équipe, c'était juste pour dire on est tellement nul en termes de création offensive sur une demi-terrain que la seule manière de se sauver un peu, c'était d'attaquer ça. Donc voilà, il y a un peu de ces deux visions effectivement à avoir au niveau du jeu des possessions, qui parfois peut être joué par des bons, mais aussi par des très mauvais, un peu comme un moyen assez facile d'essayer de gratter un peu de points. Et j'étais en train de regarder mine de rien, parce que tu dis 23e, c'est ça en termes d'efficacité sur des possessions après le rebond offensif. Alors, je crois que c'est pas que putback, c'est pas que la claquette, c'est pas que le putback en soi. Non. Ah oui, c'est mal exprimé. Oui, c'est le terme anglais, mais oui, c'est le terme de cleaning de glace, comment ils ont appelé ce type d'action, mais c'est c'est une mauvaise utilisation de l'anglais là-dessus. C'est plutôt, toutes les actions qui viennent après un tir raté. Oui, c'est ça. Après le rebond offensif, on reset. Alors en plus, depuis quelques années, vous le savez, on n'a plus que 14 secondes plutôt que 24. Ouais. Ça fait moins de 10 ans tout de même. Je dirais, quoi que maintenant, avec le Covid, je sais plus trop, mais non, ça fait moins de 10 ans. Mais non, je dis ça parce que je me disais, ok, ils sont 23e, mais à quel point est-ce que on s'en fiche un peu, parce que c'est une catégorie qui est efficace. À quel point est-ce que l'échelle elle est pas si étendue que ça, et genre ils sont 23e, mais avec un point de plus par 100 possessions, ils seraient deuxième quoi. Et donc je suis allé voir, et effectivement non, en fait l'échelle est quand même assez étendue en termes d'efficacité sur putback. Donc voilà, en effet ça c'est significatif que quand tu dis ils sont 23e, c'est qu'ils sont quand même assez mauvais, et ça se joue pas à juste un dixième près au niveau d'une échelle de score qui serait resserrée. Donc en effet. Mais oui, c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une stratégie qui est à l'échelle globale de l'équipe. C'est pas simplement un gros joueur de rebond offensif qui serait moteur. C'est une vraie stratégie. C'est un vrai point philosophique de la part de Quinn Snyder. Totalement, et c'est un point philosophique qui, du coup, comme on dit, a un peu les vases communicantes, et qui te fait payer aussi en défense. Et ce qu'on disait, c'est que cette stratégie d'envoyer beaucoup de gens au rebond offensif, ça t'ouvre du coup la défense sur le rebond défensif pour l'équipe adverse, et c'est une des équipes qui encaisse le plus de points en transition sur ces rebonds-là, et en plus la plus grosse fréquence et la plus grosse efficacité. C'est la 29e équipe en termes de défense sur transition. Et du coup, c'est un peu la suite logique de ce qui leur arrive dans tous les cas, de aller beaucoup au rebond offensif, et en plus ne pas être très bon là-dedans. Et moi, je me demande à quel point c'est quelque chose qu'ils vont vouloir continuer l'année prochaine, et potentiellement moi je les vois bien continuer un petit peu dans après tous les trades qu'il y a eu, dans un peu cette attaque coûte que coûte, quitte à être une mauvaise défense. Ouais. Alors je savais que tu mettais au féminin playoff, je savais que tu mettais au féminin match-up. Alors les vases communicantes, ça ça c'est nouveau, je savais pas. Mais alors ce qui est intéressant, pardon, blague à part, je suis pas empêché, mais non, mais c'est que en effet, pour illustrer ça, c'est que ils sont 11e attaque de NBA sur cette saison 2024, sachant que sur demi-terrain ils sont que 14e. Donc voilà, on voit bien que ce côté aller chercher plein d'opportunités en plus sur rebond offensif, ça les fait passer de 14 sur demi-terrain à, au global, au final ils sont 11e offensive rating de cette saison. Donc voilà, il y a ce petit côté bonus, même si
bon, on verra qu'est-ce qu'il en est du secteur intérieur l'an prochain, comment est-ce que ça va s'animer, etc. J'ai pas de tête. Est-ce que tu sais si les équipes de Quinn Snyder à l'époque allaient beaucoup rebond offensif ou pas? Il me semble que non, pas trop. Non, le Jazz, c'est depuis Will Hardy qu'ils ont vraiment ouais. augmenté cette fréquence de rebond offensif, parce que c'est pas quelque chose qui faisait énormément. Quoique 2021-2022 et 2021, ils sont 5e à la fréquence au rebond offensif déjà avec Quinn Snyder. Voilà, tu vois. Donc Ouais. au final, si. Mais c'est vrai que ça s'est encore plus accentué avec Will Hardy par contre. Ouais, oui, effectivement. Effectivement. Mais alors justement, vu qu'on parle d'attaque, sauf si t'as des choses à rajouter, hein, tu me dis. Non, Sinon, je peux aller avec ma première stat du jour sur les Atlanta Hawks 2024. Moi, c'était moins 1,6, et je pense que tu sais ce que c'est, moins 1,6. On est sur du net rating. Alors, qu'est-ce que c'est le net rating? C'est simplement le différentiel attaque-défense, évidemment. Donc, c'est le niveau de l'équipe, hein, grosso modo, le fond de jeu proposé, et on est 20e de NBA. Et c'est là-dessus où on peut aussi raccrocher par rapport à nous. Personnellement, nos attentes un peu élevées pour Atlanta cette saison, on les voyait en play-off, peut-être même un peu plus haut que ça. On les voyait un peu mieux avec l'arrivée de Quinn Snyder et autres. Et finalement, bon, on a le 20e meilleur différentiel attaque-défense de NBA. Donc voilà, on est clairement sur une équipe dans le dernier tiers de NBA en termes de niveau de jeu, de fond de jeu proposé. Et ce qui est un peu plus intéressant, c'est que je trouve, en attaque, on est la 11e attaque, donc comme on a dit tout à l'heure, et défense 26e. Voilà, donc pour ce côté attaque et défense, un peu le descriptif, le détail. Et je pense qu'il y a deux leçons à tirer, c'est que l'attaque n'a peut-être pas été aussi bonne que ce qu'on aurait voulu par rapport à une défense mauvaise, ou alors l'inverse. C'est que la défense a été trop catastrophique par rapport à l'attaque. Mais clairement, je pense que on peut parler des deux, hein, le côté attaque qui a été bon, mais peut-être pas génial, et le côté défense qui a été extrêmement décevant. Mais pour dire à quel point la défense a été décevante, c'est que donc 26e defensive rating sur 30 équipes, évidemment pour l'instant 30 équipes, hein, Dame Silver, mais pour dire, c'est un defensive rating qui est au milieu de Utah, de Washington, de Charlotte, de Toronto et de Détroit, hein, par exemple. Donc que des équipes qui font du tanking, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, avoir Atlanta qui avait quand même des aspirations un peu différentes, qui a un defensive rating au niveau de ces équipes de tanking, bon, bah c'est pas top. Et la seule équipe un peu compétitive qui justement est par là, bah c'est les Pacers. Indiana est 24e défense de NBA, mais quelle est la différence à Dad? C'est que en attaque ils sont 2e. Donc en fait ça change tout, et c'est comme ça que eux, pour le coup, ils arrivent à créer un meilleur différentiel attaque-défense, donc ils arrivent à gagner plus de matchs et ils sont arrivés à être plus compétitifs. Évidemment, c'est parce que la défense était mauvaise, mais l'attaque était élite. Et je pense que l'exemple d'Indiana, qui donc avec ce différentiel, ils ont le 10e différentiel de NBA, pas du tout le 20e, mais le 10e, ça change tout. Et je sais pas toi ce que t'en penses, mais je pensais qu'on serait un peu plus sur ce modèle Indiana, moi, pour Atlanta, c'est-à-dire un côté, on sait que la défense va pas être top, mais peut-être que l'attaque arrivera un peu à sauver les meubles, un peu comme les Pacers l'ont fait cette saison, et sauf qu'on a été un peu déçus, pour le coup, des deux côtés du terrain. Autant que la défense soit aussi mauvaise, ça me choque moins. Mais c'est vrai que l'attaque a été vraiment très décevante, et en plus je trouve que dans la synergie qui a été mise en place, il y a eu des essais, mais c'est pas allé au bout des choses. Après, défensivement, je pense que ce qui est assez bizarre, c'est que ils ont pas reporté un petit peu l'utilisation des analytics qu'ils ont en attaque, en défense, parce que en attaque ils ont quand même pas mal augmenté leur fréquence au cercle. En tout cas, pendant la saison, ils l'avaient vraiment augmenté. Je vois qu'à la fin de la saison, ça a un peu diminué. Peut-être que la blessure de Trae Young aussi a un peu renversé la manière dont ils jouaient sur la fin de saison. Mais à un moment dans la saison, ils avaient augmenté vraiment la fréquence au cercle et la fréquence dans les corners. Donc, ils ont un peu une approche un peu plus analytics de l'attaque. Alors qu'en défense, du coup, c'est l'équipe, c'est la deuxième équipe qui encaisse le plus de paniers au cercle, et la quatrième équipe qui encaisse le plus de tirs dans les corners. Donc t'as le truc il laisse quand même beaucoup de tirs faciles, alors que le reste de ce qu'ils font en défense c'est pas si mauvais que ça. Tu vois, ils sont 12e à la création la provocation de perte de balles, et ils sont dans la moyenne au rebond défensif et à
au tir au nombre de lancers francs donnés à l'adversaire. Donc en fait dans un petit peu les four factors défensives, c'est que l'efficacité au tir qui est très mauvaise, et ça se traduit par les tirs qu'ils laissent à leurs adversaires, alors qu'à l'inverse eux essayent d'aller chercher ces tirs en attaque. Donc il y a un truc de est-ce que c'est parce qu'ils en sont pas capables de protéger ces zones, ou c'est peut-être qu'ils ont pas le personnel ou pas la bonne approche. Donc défensivement moi c'est plus ça que je retiens. Je pense que la défense pourrait être meilleure, mais parce que justement il y a des indicateurs qui montrent que il y a pas tout acheté. Par contre en attaque, j'ai été très déçu de l'utilisation de Trae Young, où je pense qu'elle a pas été assez poussée. Dejounte Murray est toujours pour moi assez problématique, un petit peu dans le duo fonctionne pas, en tous les cas, on y reviendra un peu après. Et puis ensuite, les joueurs qui sont autour de ce duo-là ont pas vraiment explosé non plus. On reviendra un peu plus tard dans les autres stades de la saison, mais en fait, c'est là où tu te rends compte aussi que l'effectif comparé à celui d'Indiana, il est quand même assez pauvre. Haliburton a peut-être plus les moyens de faire tourner une grosse attaque que Trae Young, et je suis pas sûr que Trae Young soit un moins bon moteur offensif qu'Haliburton, mais je pense que l'effectif autour d'Haliburton permet plus de choses aux Pacers. Donc je pense que c'est pour ça que le remaniement un peu d'effectif qui est en train de se faire du côté des Hawks est plus aligné avec Trae Young, et peut-être aussi plus aligné avec ce que veut faire Quinn Snyder. Quinn Snyder a été le coach du Jazz quand ils ont été une très bonne défense, mais surtout une très bonne attaque. Donc à voir comment lui pourra pousser encore plus le curseur maintenant qu'ils se sont séparés de Dejounte Murray. Je dirais pas forcément que les Pacers étaient plus talentueux. Quoique c'est vrai qu'après, une fois que Siakam est arrivé, ça change pas mal de choses, mais je dirais pas qu'ils étaient à ce point plus talentueux, mais par contre c'était un peu mon point, c'est que pour moi Atlanta, on est un peu sur un entre-deux en termes de construction d'effectifs qui a amené exactement ce résultat où l'attaque était bonne, mais sans plus, et puis la défense c'était vraiment cata quoi. Et pourtant la construction de l'effectif elle s'est faite un peu entre les deux, où on n'a pas choisi comme Indiana qui était pas forcément plus talentueux, mais en termes de fit et de philosophie, c'est on fait un full attaque quoi. En termes de profil, qui est-ce qu'on aligne, qui est-ce qu'on fait jouer, comment on les fait jouer. Clairement la construction de l'effectif macro mais aussi micro, c'est vraiment full attaque, etc. Atlanta, ce qu'ils ont fait, c'est que il y a eu la fameuse finale de conférence 2021, même là après l'année 2022 qui était encore pas mal. Mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu un choix avec le trade de Dejounte Murray, qui était un peu un choix entre les deux. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était on prend un peu ce côté défensif de Dejounte Murray, c'était l'idée. C'était l'idée, ouais. C'était l'idée, mais voilà, pour moi on est un peu entre deux, entre la construction elle est ni en full attaque comme on pourrait, c'est-à-dire avec Trae Young plus des shooters autour, mais des shooters d'élite, des connecteurs, un intérieur qui sait shooter, etc. au compromis de la défense. Et on n'est pas non plus dans le Trae Young plus une défense d'élite autour, quoi, où simplement le talent de Trae Young pourrait faire la différence juste assez en attaque, et autour de lui il y a que des défenseurs d'élite. Je trouve que actuellement on est un peu dans cet entre-deux. En 2024 on était dans cet entre-deux, entre ni totalement complètement attaque et ni totalement complètement défense, et ce qui a donné un peu ce résultat quoi de cette équipe d'Atlanta qui était qui n'était pas bonne en défense, mais qui était pas forcément non plus excellentime en attaque quoi. Ouais, moi je trouve qu'aussi tu vois par exemple les Pacers ils ont plus des mecs qui vont vraiment soit finir au cercle à côté d'Haliburton, soit prendre des 3 points, alors que Trae Young du coup autour de lui c'est Dejounte Murray qui a quand même un gros volume sur les longues distances, DeAndre Hunter aussi, Bogdanovic aussi. Donc en fait c'est pas un peu ces finisseurs seulement à 3 points ou au cercle, c'est un peu il est un peu entouré de joueurs qui aussi portent un peu la balle et vont dans des zones qui sont pas forcément très très efficaces. Alors lui le fait et peut le faire parce qu'il est très bon là-dedans. De voir que DeAndre Hunter il prend encore autant de tirs à longue distance, Dejounte Murray pareil, tu te poses un peu la question aussi de la philosophie, à quel point elle est pas un peu en contradiction en fait avec certains joueurs quoi. Ouais. Donc c'est vrai que un peu déçu de l'attaque, mais je pense que les trades de cet été et même le choix de Rizaché est vraiment dans le prolongement de ce que veut faire Quinn Snyder sur le terrain. Donc peut-être que l'année prochaine, en tout cas j'espère, on aura vraiment un peu plus une réelle idée de ce que Quinn Snyder veut construire de manière tactique autour de Trae Young et Jalen Johnson. Et pour rester un peu sur l'aspect défensif dont tu as parlé aussi, donc on a dit 26e defensive rating.
Mais ce que je voulais l'évoquer, mais tu l'as fait, donc c'est très bien. Effectivement, au niveau des four factors, enfin les four factors, pardon, un meilleur accent en anglais. Donc les 4 facteurs stats qui définissent une attaque ou une défense. Donc c'est l'adresse. Deuxièmement, les turnovers, les pertes de balles. Troisièmement, le rebond, offensif ou défensif, évidemment. Et quatrième, c'est les lancers francs. Et effectivement, quand tu regardes un peu comme tu l'as dit, le profil de ces four factors défensifs d'Atlanta, on n'est pas du tout sur un profil catastrophique à la Wizards, à la Pistons, où tu as 29e sur 30, 28e, 30e sur 30 à chaque fois. Non, là on est plutôt, on n'est pas si mauvais que ça au rebond, pas si mauvais que ça en termes de lancers francs autorisés, pas si mauvais que ça en termes de turnover. Par contre, il y en a un qui est catastrophique, c'est l'adresse autorisée. Et pour moi, c'est un peu le point central de cette défense. C'est ça. C'est la défense de notamment tout ce qui est en fait la défense collective. Autant je pense que il y a un peu ce côté avec des jeunes Temeré, on va le faire venir pour qu'ils défendent le ballon, qu'ils prennent la responsabilité du ballon à la place de Trae Young. C'était un peu l'idée. Mais pour moi, le principal problème de cette défense, c'est que c'est une défense collective qui est absolument, et donc là, je parle de défense dans le ballon, hein, si vous voulez, le côté rotation, le côté coordination, tout ça. C'était catastrophique et je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'était catastrophique et en effet c'est peut-être une des pires équipes de NBA qu'on ait vu sur les cuts, notamment la gestion des cuts, et c'est ce qui fait que dans les stats tu vois que il y a beaucoup de paniers qui sont pris et du reste il y a pas de rebond, mais parce que il y a pas de rebond qui sont autorisés, parce que on est plutôt pas mal quand on arrive à forcer un tir qui est manqué dans le périmètre, ou alors on arrive à créer des turnovers parce qu'on a quelques playmakers défensifs, donc ça peut le faire. Mais c'est juste que vraiment, j'insiste, mais ce côté défense off-ball et gestion des cuts et gestion des rotations off-ball, etc., ça a été vraiment catastrophique toute l'année. Et ça se voit sur ce côté. On est la 29e équipe sur 30 en termes d'efficacité autorisée à l'adversaire. J'ai pas la stat précise des cuts. NBA.com le donne pas. Les cuts, en tout cas, défensifs. Mais notamment, tu vois, tout ce qui est, un exemple comme ça, mais les rôles du pick and roll, en termes de défense des rôles du pick and roll, ils sont 8e pire de NBA, par exemple. Et ça, c'est pas normal quand t'es censé avoir un peu d'ambition, et ça illustre bien, je trouve, ce côté défense collective qui était pas performante, parce que clairement si le rôle sur pick and roll, donc l'intérieur qui plonge au panier et qui ensuite score, donc le rollman, ça c'est quelque chose que t'es quand même censé un peu absorber en tant que défense compétente, quoi. Tu fais une rotation, tu t'arrives à gérer, etc. Tu forces la balle à aller ailleurs. Et là, ils sont assez mauvais, plus tout ce qui est défense en transition qui a pas aidé, comme t'as dit, où ils ont été 27e en fréquence de transition, 29e en efficacité. Bref, c'était une très mauvaise année. Donc voilà, je voulais un peu souligner ce côté construction un peu ambigu entre les deux, qui a pas su choisir à l'époque du trade de DeJounte entre full defense ou full attack autour de Trae Young. Et puis aussi ce côté qui, j'espère, sera réglé, qui est pour moi le point noir, et je voulais commencer par ça, c'est la défense collective des Hawks 2024 qui a été très mauvaise, mais on verra ça pour l'an prochain, comme tu dis aussi. Ouais, peut-être dernier truc qu'on pourra aussi regarder l'an prochain, et après on pourra changer de stat. Vas-y. C'est cette année ils ont pas eu de chance entre guillemets, en tout cas la variance a pas été de leur côté, parce que en termes de réussite à 3 points adverses et réussite sur les longues distances adverses, ils sont 27e sur 30 et 28e sur 30. Donc en plus de donner d'allouer les bons tirs à leur adversaire, de leur laisser les zones préférentielles, dans les zones où ils ont peut-être le moins d'impact en termes de défense, ils sont fait un petit peu allumer. Donc en plus c'était une année un peu sans dans tous les cas pour leur défense. Il y a un peu tout qui allait dans le mauvais sens, que ce soit ce qu'ils contrôlaient et ce qu'ils pouvaient un peu moins contrôler défensivement. Ouais, et puis je crois que tu l'as dit aussi, hein, mais ce qui illustre bien ce côté gestion des cuts qui a été catastrophique, et donc défense off-ball, 29e sur 30, 29e sur 30 en NBA sur le nombre de tirs au panier. Exactement. Voilà, ça c'est pas normal, quoi. Ça, on n'est pas aujourd'hui en train de faire les stats de la saison des Wizards, des Pistons, pardon. mais voilà, quoi, c'est un peu un échec, c'est un échec total, parce que voilà, tu prends les 2 dernières années avec DeJounte Murray, alors c'est pas que lui, hein, évidemment, mais on est 29e et 29e, quoi. Les 2 années, on est très mauvais, et c'est pas que lui, mais lui a surtout été compétent en termes de défense on ball, mais pas tant que ça aujourd'hui off-ball, en termes de activité, attention off-ball. Trae Young non plus, évidemment, Bogdanovic non plus. DeAndre Hunter, c'est aussi plutôt un défenseur qui est sur l'homme, et pas trop en termes de volume off-ball collectif, donc ça se rajoute à ça, pardon. Les pivots, on en reparlera peut-être, mais Okongwu et Capella, c'est pas ça non plus. Bref, en fait, partout dans l'effectif, je crois que t'as pas vraiment un seul, à part Jalen Johnson peut-être, mais t'as pas un seul, en dehors de Johnson, un seul défenseur off-ball compétent. Et voilà, on voit directement comment ça se traduit, c'est que t'autorises beaucoup de tirs au panier, parce que quand t'as un drive, quand t'as un cut, quand t'as un mec qui plonge au panier, n'importe quoi, le panier t'es pas protégé, quoi. Donc voilà, pour cette faillite défensive de 2024.
peut donc avancer. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Hawks 2024? Tac. Alors moi j'ai 2 pour Trae Young. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que ce serait pas un nombre de tirs en sortie d'écran ou un truc comme ça? Ok, c'est le nombre de catch and shoot de Trae Young sur la saison, ouais. Et parce qu'on en avait parlé un peu dans nos over-under, je crois, de début de saison. Donc je me suis dit que c'était intéressant de revenir là-dessus. Et du coup, j'ai un petit peu regardé ses shoots en catch and shoot et pull-up. Donc la fréquence de catch and shoot a augmenté. Elle est passée de 1,3 à 2 par match. Donc c'est pas énorme. Enfin, de augmenter de 0,7, ça peut paraître petit. De passer de 1 entre guillemets à 2, c'est en fait tu doubles quasiment le volume de catch and shoot. Donc c'est quand même quelque chose qui est remarquable et ça veut dire que c'est une volonté tactique parce que les catch and shoot arrivent rarement par hasard. Oui, mais alors attends, après si dans ta vie de tous les jours, tu ouvres un bouquin et tous les jours tu lis 2 pages et que ensuite, la semaine d'après tu lis 4 pages. Bon, certes, c'est x2, hein, mais est-ce que tu deviens un gros lecteur ou pas? Bon, au bout de combien de temps tu deviens un gros lecteur? Mais je pense que 2 c'est pas assez. Mais je pense quand même que t'as quelque chose qui a été un peu plus poussé là-dessus qu'avant où il prenait quasiment aucun tir après 0 dribble. En gros, après, je suis regardé du coup justement le nombre de tirs à 3 points après X dribble. Et en fait, ouais, c'était beaucoup plus déséquilibré. Alors que maintenant, t'as du coup 2 tirs après 0 dribble, 2 tirs après 3 à 6 dribbles et 2,8 tirs après 7 dribbles. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces tirs-là, donc après 7 dribbles et après 3 à 6 dribbles, il est à 43 et à 42% de réussite. Et en catch and shoot, il est à 38% de réussite. Mais du coup, c'est les tirs après 1 dribble et 2 dribbles où c'est catastrophique, il est à 25% et à 15%. Donc en réalité, il fait une plutôt bonne saison à 3 points, à part un peu ce trou d'air sur ses faux catch and shoot entre guillemets après 1 ou 2 dribbles. Et c'est le joueur qui prend le deuxième plus de pull-up à 3 points par match en NBA. Il prend 6,5 pull-up à 3 points par match. C'est juste derrière Doncic et il est à 37% de réussite sur ces tirs-là. Donc le 3 points est plutôt bien revenu cette saison pour Trae Young. Après une saison un peu plus galère, il a fait une très bonne saison à 3 points. Et pourtant, ça a pas permis d'ouvrir tant de ça les choses pour lui et pour l'équipe, même en termes d'efficacité. Au global, je trouve qu'il a pas été très bon et je pense que il y a des choses à aller chercher justement en termes de spacing et je pense que le spacing des Hawks en fait et celui de l'année dernière était vraiment pas suffisant. Et c'était assez problématique et je pense qu'il va avoir besoin d'autres shooters en fait autour de lui et des shooters dynamiques et aussi en mouvement, pas seulement des joueurs qui attendent de récupérer le ballon puis dribbler pour rentrer dans les actions. Des André Hunter et des Dejounte Murray concrètement. Et voilà. Donc je voulais un peu souligner quand même le fait qu'il ait fait une bonne saison au shoot et qu'il avait augmenté son volume de catch and shoot, mais qu'en réalité c'était pas suffisant pour sauver son efficacité. Et j'aurai une autre stat sur son efficacité après si on veut continuer un peu sur Trae Young. Est-ce que tu te souviens ce qu'on avait dit pendant le over-under de début de saison? Donc on faisait des paris, effectivement on avait parié là-dessus. Ouais. On a gagné finalement ou pas? Je sais pas du tout, moi, j'ai pas pris les notes, je pense qu'on aurait dû prendre les notes au moment où on l'a fait et on l'a pas fait. Mais je crois que quelqu'un l'a fait. Je crois que quelqu'un du Discord a retrouvé les annonces qu'on avait faites, donc ce sera à regarder. Mais je sais plus où c'est. Non mais je dis ça effectivement parce que c'est un des points qu'on voulait développer, sur lequel on attendait Trae Young plutôt en début de saison et on n'a pas totalement été convaincu. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Après je pense qu'il y a 2 choses, c'est que bon. Déjà, premièrement pour moi, c'est que les stats un peu de catch and shoot de Trae Young, c'est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes en fait, parce qu'il en prend tellement peu que les échantillons sont toujours un peu compliqués à manier quoi. Tu vois, il y a des saisons où il en prend 30, 40 ou 50, c'est quand même pas top. Je crois de mémoire, j'essaie d'en trouver les chiffres là, mais il en prend tellement peu qu'au final, calculer des pourcentages parfois sur ça peut être risqué. Mais deuxièmement, c'est vrai que là-dessus on sera d'accord. Je pense qu'on est sur un shooter qui est quand même un shooter de bon niveau et qui pourrait totalement faire plus en fait. C'est pas comme à l'époque un John Wall ou un Russell Westbrook qui était aussi beaucoup dans ce modèle héliocentrique, je bouge pas beaucoup sans la balle, etc. Et je fais exprès de pas citer Harden, mais tu vois, Trae Young c'est un peu comme Harden, c'est-à-dire que le côté je bouge pas off ball et je prends pas trop de catch and shoot, c'est dommage parce que c'est des shooters.
Contrairement donc à des Westbrook ou à des Wall à l'époque où ben voilà, il y avait aussi une raison pour laquelle il bougeait pas beaucoup, il faisait pas beaucoup de jeux en sortie d'écran, de spot-up, de catch and shoot, etc. Et je pense qu'avec Trae Young, on n'est pas du tout sur un shooter d'élite niveau, j'allais dire niveau Curry, mais même niveau d'élite. Je pense qu'on est plutôt sur un shooter qui va être autour des 37, 38, 39%, quoi. Pas aller taper des 42, 43. Donc pas un shooter d'ultra élite, mais un très bon shooter. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu ce truc de finalement quand est-ce que ça peut se développer, quoi. Parce que je crois que le pari qu'on avait fait en début de saison, c'était même pas que sur les catch and shoot, je crois que c'est sur même les tirs en sortie d'écran. Ouais, au pourcentage de panier assisté, je sais plus ce qu'on avait fait. Non, je crois que c'est sur les tirs en sortie d'écran même, carrément. Ok, les off-screen sur NBA Stats, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ça, je crois que là-dessus, alors j'ai pas la stat, mais on a vu toute la saison plein de matchs et tout, et c'était pas flagrant que d'un coup on se mette à appeler des systèmes pour Trae Young en sortie d'écran, alors que techniquement, il a une prise d'appui, il a un shoot qui pourrait totalement lui permettre de faire ça, en fait. Totalement. Et moi, je trouve que il crée en plus un petit peu de chaos sans ballon et qui est pas du tout utilisé. Pourtant, il était à côté d'un autre porteur de balle, donc ça aurait été peut-être même un des rares intérêts à avoir des gens témérés en attaque à côté de Trae Young. C'est justement utiliser un petit peu le chaos que pouvait apporter Trae Young. Et instant un petit peu auto-promo, mais quand du coup j'étais à Boston, j'avais posé la question à Quinn Snyder justement sur cette stat. Je lui avais dit qu'ils avaient doublé le volume en catch and shoot de Trae Young sur cette saison, et je lui demandais si c'était quelque chose dont il était satisfait. Et il avait dit qu'il avait pas les chiffres en tête, mais que en effet ils essayaient de l'utiliser plus sans ballon, mais que pour lui, là où Trae Young restait le plus intéressant et le plus menaçant, c'était quand il avait le ballon dans les mains. Et il disait, ce qui est très difficile avec un joueur comme Trae Young, c'est de trouver l'équilibre il peut créer du chaos sans ballon, mais c'est avec le ballon dans les mains qu'il va générer le plus d'attaques. Et je comprends un petit peu cette réflexion-là, mais j'avoue, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher sur l'utilisation off-ball de Trae Young, parce que même si c'est ballon en main qui peut créer le plus d'attaques pour le collectif, je pense que sans ballon, sur notamment des actions, tu vois, des sideline action ou des remises en balle, des remises en jeu après un temps mort, ça peut créer énormément de chaos de devoir justement suivre Trae Young off-ball pour pouvoir justement le gêner et ouvrir des espaces pour les autres, en fait. Donc voilà. Oui, c'est ça, on ne demande pas forcément une activité à la Stephen Curry, de tout le temps être off-ball, etc. Mais un peu plus de variété, quoi. Je pense qu'on peut déplacer un peu le curseur. C'est un peu une de nos attentes qui n'a pas été totalement satisfaite cette saison. Alors que, en plus, voilà, Quinn Snyder, très bon coach offensif, et tout, à Utah avec un système, Mitchell pouvait le faire aussi, par exemple, il le faisait pas mal. Donc on attend toujours un peu plus. Alors, moi, ma deuxième stat de la saison, elle est aussi sur Trae Young. Enfin, je peux la placer. Moi, justement, c'était 29%. C'était le pourcentage de paniers assistés de Trae Young. Okay. Et c'est son plus haut en carrière, justement. Okay. C'est ça qui est intéressant, c'est que son plus haut pourcentage de paniers assistés en carrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que 29% de ses paniers étaient assistés, donc survenaient sur une passe décisive. Donc, a priori, étaient créés par autrui. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, 29% de paniers assistés sont son plus haut score en carrière, sachant que l'an dernier, c'était 21%, et que même les 2 années avant, en 2022 et 2021, on était à 17%, carrément. Donc, voilà, il y a une vraie évolution de 17% à 29% aujourd'hui. Mais, puisqu'il y a un mais, 29%, ça reste encore le 3e plus petit total de NBA. Voilà, il y a que Luka Doncic et SGA qui ont des pourcentages de paniers assistés plus faibles, et donc ils se créent encore plus leurs tirs par rapport à des tirs qui pourraient être créés pour eux et assistés en les assistant, pardon. Donc voilà, il y a cette évolution, mais mine de rien, on a toujours le 3e plus haut score de NBA, quoi. Donc si on regarde juste l'évolution, c'est pour ça que je te disais la petite analogie tout à l'heure, mais c'est toujours à relativiser, à contextualiser, parce que oui, ça a progressé, et en effet, il est plus autant qu'avant, mais bon, on est quand même top 3, quoi. On est quand même top 3 de je me crée mon propre tir, et donc pas tant que ça, je profite et on crée pour moi, ou alors je bouge off-ball et j'ai des tirs comme ça. Donc voilà, on est encore dans ce top 3, et notamment, ce que j'avais noté, ça va un peu avec ce que tu dis, mais c'est que on peut un peu décortiquer, pas que le pourcentage de paniers assistés général, mais notamment à 3 points. Ouais. Il est à 34% de ces paniers à 3 points qui sont assistés. 34%, donc un bon tiers. Bon, mais là encore, c'est 2e de NBA. 2e plus faible de NBA. C'est-à-dire que quasiment toute la NBA a plus de tirs à 3 points qui sont générés sur des assists, et donc générés par autrui. Ouais. Donc voilà, c'est encore une fois une de nos déceptions. Ce côté de encore très assisté, même si ça évolue un peu petit à petit, mais pour moi, il y a un peu deux choses qui découlent de ça. C'est
à quel point est-ce que finalement on va arriver à le sortir de ce moule-là, parce que sur les qualités scouting, oui, il a de la mobilité, il a un shoot techniquement en sortie d'écran, donc il pourrait. Donc il y a ce côté un peu théorique, mais dans la pratique, on sait aussi que en fait c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué quand un joueur est dans ce moule héliocentrique où tout tourne autour de lui, il a un peu toutes les responsabilités. C'est compliqué d'en sortir. Et c'est pas pour rien si tout à l'heure aussi j'ai parlé de Harden, Westbrook, etc. C'est que voilà, on a eu depuis 10 ans plein d'exemples de joueurs où tous les ans on disait bah oui, ce serait bien qu'il bouge un peu plus off-ball. Ça n'a jamais été le cas. James Harden, on l'a réclamé pendant des années à Houston et même assez tôt à Houston, et finalement c'est jamais venu. Westbrook non plus, qui s'est petit à petit installé dans un rôle de plus en plus héliocentrique, et il est jamais revenu parce que pareil, Westbrook, le scouting report, bah c'est un mec qui peut faire des cuts, c'est un mec qui peut faire des bouger off-ball, attaquer le rebond offensif, etc. Voilà. En plus, même à UCLA, c'était ça, hein, Westbrook, hein, c'était un mec off-ball. C'était pas du tout un meneur avec ballon. Et pourtant, voilà, de facto, on a quelqu'un qui n'a jamais, comment dire, recommencé à bouger plus. Pareil pour John Wall, pareil pour, voilà. Il y a un peu ce truc de, ce modèle héliocentrique, une fois que tu y es, c'est quand même difficile d'en bouger. Donc, moi, mon interrogation, c'est premièrement, à quel point est-ce qu'on va arriver à le faire bouger là-dessus? Et deuxièmement, c'est, bon, bah, ok. S'il le fait pas, parce que c'est comme ça, il le fait pas, quel est l'intérêt? Et quelle est la pertinence finalement de ne pas l'avoir au centre du projet? Et je vais reformuler, mais si de toute façon et de facto le mec reste un peu dans ce moule-là, on en pense ce qu'on veut, mais voilà, bah, au moins qu'on l'optimise dans ce rôle-là, et un peu comme Doncic, c'est-à-dire que voilà, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un Dejounte Murray ou un autre gros porteur de balle à côté, si de toute façon à côté t'as un triangle héliocentrique? C'est un peu, pour moi, c'est un peu un manque de pertinence, quoi. Ouais, bah en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que sur son utilisation, t'as une volonté un petit peu de potentiellement vouloir l'utiliser off-ball, mais c'est que même parfois à la réception d'un ballon, est-ce qu'il va vraiment être lui capable aussi de continuer l'action et de pas devenir statique, parce que t'as un peu ce truc-là de même si tu l'utilises plus off-ball et que tu crées du mouvement avant qu'il récupère le ballon, si au moment où il récupère le ballon, t'as un peu ce truc-là de je me mets statique un petit peu comme un Carmelo et du coup bah en fait j'annule tout le décalage qui a été créé par le mouvement off-ball avant, tu t'y gagnes pas vraiment. Et ce qui est intéressant par contre, tu vois que tu parlais des pourcentages assistés qui ont augmenté. Ce qui est drôle, comparé à ce que nous on attendait, c'est que le pourcentage de paniers assistés à 3 points, lui, a pas vraiment augmenté de la saison précédente à cette saison. Mais c'est son pourcentage de paniers assistés au cercle, en fait, qui a augmenté. Et moi, ce que j'ai remarqué un petit peu, c'est que justement, il a beaucoup plus, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus drivé après une passe que directement il amène le ballon au milieu du terrain et après il drive. Il y a eu pas mal d'actions où il a drivé après une passe de Jalen Johnson souvent, et du coup je me demande à quel point cette augmentation des paniers assistés, elle vient pas juste du fait que en fait ces drives on sont intervenus parfois un peu plus après une passe, et c'est un peu des assists qui n'en sont pas vraiment, parce qu'en réalité le décalage reste créé aussi quand même pas mal par le porteur de balle. Donc je me demande à quel point on peut se baser là-dessus quand on voit qu'en fait sur les paniers à 3 points il est passé de 32% de paniers assistés à 34%. Tu vois, moi je m'attendais plus à voir l'évolution à 3 points qu'une évolution de panier assisté au cercle, parce que bah même si on aimerait bien le voir sur des cuts, c'est pas un joueur qui en fait beaucoup, quoi. Oui, c'est ça, mais effectivement, ça rejoint un peu ce que je dis, hein, sur ce côté, sortir de ce moule ou pas. Mais tu fais bien de souligner cet aspect de spontanéité, en fait. Ouais. C'est pas que la théorie du scouting report. Il y a aussi un aspect de qu'est-ce que tu fais quand tu reçois la balle. Et tu vois, notamment, moi, c'est un truc que je reproche un peu alors, plein de mecs héliocentriques, mais même un mec qui l'est pas trop, c'est Anthony Edwards, qui pour moi a toujours un peu ce truc de, quand je reçois la balle, je suis pas totalement dans le amplifier le décalage de suite, c'est hop, je ralentis, j'attends de voir, j'analyse, j'appelle mon écran, etc. Il y a pas toujours ce côté spontanéité, et Trae Young n'a pas ça non plus, mais je pense que Doncic n'a pas ça non plus. Voilà, il y a pas que le scouting report en soi de quels outils physiques ou de skills, tu vois. T'as aussi ce truc là un peu qui est un skills un peu du cerveau, de jouer, de comment est-ce que tu joues, quoi. C'est pas un skill de toucher de balle ou de qualité athlétique, explosivité ou quoi. Il y a aussi de comment est-ce que tu joues, et c'est peut-être un peu parfois sous-estimé, mais en effet on espère toujours un peu, mais encore une fois
on parlait de l'effectif qui était un peu entre deux. Pour moi, là aussi, on est un peu entre deux. Est-ce qu'on l'autorise à être héliocentrique? Et ok, c'est pas parfait comme modèle, mais ça peut quand même être très fort. Ou est-ce qu'on essaie de le diversifier au possible, mais sachant que c'est pas non plus gagné d'avance. Voilà. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu cet entre-deux on a un joueur héliocentrique, mais on lui donne pas les pleins pouvoirs, on essaie de lui mettre quelqu'un à côté, on essaie aussi de le diversifier. Enfin voilà, c'est un peu tout qui est mélangé. Et j'espère qu'avec ce trade de Dejounte Murray, on pourra peut-être un peu retomber sur un modèle un peu plus classique, le triangle d'avant de ok, tu bouges pas sans ballon, bon c'est pas très grave, tant pis, mais au moins tu fais ce que t'as à faire, quoi. On te donne tous les ballons et puis tu redeviens un peu le moteur de l'attaque, quoi. Ouais, bah j'ai hâte. À mon avis, ça risque d'être ça, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, peut-être avec justement un meilleur spacing aussi. Ouais. Tu penses pas qu'au moment où ce podcast sera publié, Kawhi Leonard aura été échangé aux Hawks, non? Oh, le rêve. Oh là là, bah alors là, je pense que je déménage à Atlanta, je vais couvrir Rizaché et Kawhi et Trae Young pour 1 an, ouais. Plus j'ai que ça à faire l'année prochaine, donc c'est parfait. Moi, j'attends que ça. Non, je blague, mais parce qu'en effet, a priori, l'effectif devrait pas trop bouger, et donc on devrait pas avoir un autre porteur de balle à côté. En tout cas, pas un gros, a priori. Hein. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais ok. Ok, donc voici pour Trae Young, on peut donc enchaîner. Quelle est ta 3e stat du jour à nous présenter pour les Hawks 2024? Du coup, j'en refais une toute petite sur Trae Young, et vas-y. Comme ça on pourra peut-être discuter de à quel point c'est la faute de Trae Young ou c'est la faute du spacing, vu que c'était ce que j'étais en train de mentionner juste avant. Mais du coup la stat c'est 8,2, et sur les joueurs qui font plus de 10 drives par match, enfin en tout cas ouais, Trae Young a une perte de balle sur 8,2 de ses drives. Et parmi les joueurs qui font plus de 10 drives par match, c'est la deuxième plus grosse fréquence de perte de balle, derrière Scoot Anderson et devant Jordan Clarkson. Alors attends, redis. Il fait un turnover tous les 8 drives, en gros, c'est ça? Il fait un turnover tous les 8 drives, oui. Mais en vrai, par match, il fait plus que 8 drives, on est d'accord? En match, il fait 15 drives par... Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un ratio. C'est un ratio, il fait... pour 8 drives, il fait un turnover à chaque fois, quoi. Ok. Voilà, le turnover rate sur ces drives, c'est 8,2. Et parmi les joueurs qui font plus de 10 drives par match, c'est le deuxième plus gros total. Et du coup, c'est assez inquiétant, parce que tu te dis, bah, c'est plus que Jaden Ivey, c'est plus qu'un LaMelo Ball, même qui perd beaucoup la balle, un Kate Cunningham, un Banchero, qui a aussi tendance à pas mal perdre la balle sur drive. Ouais. Mais tu peux aussi poser la question déjà, il y a un spacing qui était pas optimisé autour de lui, et c'est aussi parce que contrairement à ces joueurs-là, ils passent beaucoup plus la balle que ces joueurs-là qui, quand ils perdent la balle, c'est surtout parce qu'en fait ils se la font un peu plus chipper dans les mains, ou alors ils font un peu une passe casse-croûte. Mais t'as aussi une notion dans la perte de balle qui est de l'efficacité, et je me demande à quel point il y a des choses à aller chercher en fait chez Trae Young pour gagner en efficacité, pas seulement au tir, donc pas seulement en regardant le true shooting plus, mais dans cette notion peut-être qu'il ait une approche un peu plus parfois conservatrice de la gestion du ballon, parce que c'est un passeur qui est très fantasque, qui arrive à trouver des lignes de passe qui sont assez incroyables, et du coup qui peut débloquer beaucoup de situations par ça. Mais je me demande à quel point aussi il coûte à l'efficacité offensive, qu'on a dit justement qu'elle était pas si bonne que ça du côté d'Atlanta, et sinon à quel point ça va être dû un petit peu potentiellement au manque de spacing qu'il y avait cette année, et je pense aussi au manque d'une vraie menace sur lob, à part Jalen Johnson, mais du coup Jalen Johnson qui joue souvent déjà à côté d'un autre intérieur, donc t'as le spacing qui est pas optimisé. Ouais. Non mais effectivement, je pense que là encore, on retombe un peu sur ce truc de l'effectif qui est peut-être pas forcément hyper bien construit. Mais pour plusieurs raisons, hein, mais tu vois, c'est vrai qu'à l'époque, la défense était catastrophique, mais au moins autour, t'avais un écosystème avec un Capella qui était plus jeune, un peu plus jeune en tout cas, mais un Kevin Huerter qui apportait du shoot, etc. quoi. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais oui, c'est un peu le problème avec Trae Young qui, je crois, ça fait
tu parlais d'efficacité, mais c'est sa deuxième année où il est pas génial non plus en termes d'efficacité générale, hein, je crois, au tir. En termes de efficacité, je suis en train de regarder, plus 1%, j'avais noté, plus 1% d'efficacité par rapport à la moyenne. L'an dernier, moins 1%, donc bref, on est au niveau de la moyenne grosso modo, alors que c'est quelqu'un qui nous avait habitués avant à faire du plus 5, plus 3, plus 7% en 2022. Voilà, l'année 2022 où, comme dit, il y avait encore Werther, etc. Moi, c'était une année où je trouve que la saison de Triangle 2022 est assez sous-estimée. Je crois que j'en avais parlé comme pas loin de notre top 5 saison offensive de cette année-là, parce qu'on avait quelqu'un qui était le moteur de son équipe, qui avait tout le playmaking, qui avait en plus l'efficacité. Et là, c'est vrai que au-delà même de avec la balle, sans la balle qu'on a développé, il y a aussi ce côté où cette année, ou en tout cas même depuis 2 ans, on n'a plus autant un triangle aussi efficace qu'on voudrait, alors qu'on sait qu'il est capable de plus, et alors que voilà, cette année à 3 points, c'est revenu à 37% sur un gros volume, donc on n'a pas une sous-chauffe à 3 points forcément, c'est peut-être ailleurs qu'est un peu le problème, quoi. Ouais, bah c'est totalement ça. Donc c'était un petit peu l'idée de est-ce qu'il y a que le shoot ou est-ce qu'il y a d'autres un petit peu leviers à aller chercher pour débloquer un peu l'efficacité de Trae Young. Et du coup, vu que Trae Young est un joueur qui a un tel volume offensif et qui a un tel moteur, si tu ajustes, enfin, je veux dire, il y a la corrélation ou la causalité, je sais jamais, mais entre l'efficacité de Trae Young et celle des Hawks, elle est assez haute comparée à d'autres joueurs qui sont sur un plus petit volume. Donc comment tu débloques ça, quoi? D'accord. Je pense qu'il y a une causalité entre ce que tu dis et le fait que tu comprennes pas la différence corrélation causalité. Mais non, effectivement. Non, mais et en plus sur le turnover aussi, je crois que son total a augmenté cette année, alors que comme dit, il est censé avoir un autre porteur de balle à côté. Donc en général, tu dis bon, bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui prend la balle, ce sera moins de turnover. Et en fait, non, c'est un peu l'inverse. Mais alors, si je peux me permettre, je peux caler ma 3e stat du jour si tu veux bien, parce que ça va un peu dans ce sens-là. Moi, c'est 1,26. Est-ce que tu sais ce que c'est 1,26? C'est un ratio de playmaking. Non, c'est une efficacité en points par possession. Efficacité en points par possession de Atlanta en tant qu'équipe sur les rolls du pick and roll. ROLL, donc quand l'intérieur plonge au panier. 1,26. C'est pas mal, non? C'est l'efficacité de 2023. Et l'efficacité en 2024, c'est quoi, à ton avis? 1,16. Eh bien non, on est justement à 1,25 cette année. Okay. Et je dis ça exprès parce que en effet, on a eu la perte de John Collins qui était la cible préférée de Trae Young, et pourtant on voit qu'en tant qu'équipe, on arrive toujours à avoir ce côté hyper efficace au niveau de cette finition sur le roll du pick and roll, alors que donc la meilleure cible est partie. Et pour moi, pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce que de toute façon, Trae Young est là. Et il va t'assurer un niveau plancher qui est extrêmement haut dans cet exercice, alors que cette année, il n'a pas forcément une cible idéale. Tu as parlé un peu de Jalen Johnson, mais qui est explosif, mais pas si vertical que ça, pas autant que d'autres très très grands vrais pivots de NBA. Capella aussi commence un peu à vieillir. Bref, c'est voilà pour dire que malgré tout, on a eu la perte de Collins, et pourtant, mais merci Trae Young, on arrive tout de même à maintenir ça. Mais par contre, c'est vrai que de l'autre côté, deuxième stat en une, on est à 24,7 catch and shoot à 3 points par match cette année pour les Hawks. Et bon, le chiffre, on s'en fiche, mais sachez que dans le classement, c'est 17e sur 30 en NBA, à peu près 25 catch and shoot à 3 points par match, 17e sur 30 de NBA, et en plus 19e à l'efficacité. Donc c'est aussi pour un peu rejoindre ce que tu as déjà évoqué, c'est le côté spacing en fait, le côté spacing qui a un peu manqué, avec je trouve un effectif qui n'a pas tant que ça de shooter spontané. En fait, en un sens, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, alors on a du Bogdanovic qui est peut-être un des seuls, mais après c'est vrai que Dejounte Murray, c'est pas non plus un énorme shooter à gros volume, alors quand il le fait, c'est pas hyper efficace. Mais DeAndre Hunter aussi, voilà, enfin, on peut prendre un peu tout l'effectif. Ça joue aussi beaucoup avec un pivot qui est un non-shooter. Et c'est voilà, on a un peu ce côté spacing qui manque, qui, comme tu l'as dit, vient un peu affecter l'efficacité de Trae Young. Et puis de l'autre côté aussi, j'ai noté deux trois chiffres pour continuer dans cette veine-là, mais Atlanta, mine de rien, était top 4 en termes de pick and roll porteur de balle, en termes de fréquence de possession faite en tant que pas un porteur de balle sur pick and roll, top 4 de NBA, donc c'est quand même beaucoup d'utilisation du pick and roll. Mais le problème, c'est que en fait, pourquoi est-ce que je cite à la fois le roll, le spacing et le pick and roll, c'est que tout doit aller ensemble, et on voit bien que tout ne va pas ensemble, quoi. Autant on a encore un niveau de playmaking en tant que sur les passeurs, les porteurs de balles qui est de bon niveau, qui permet de maintenir un peu ce rôle sur le pick and roll. Autant de l'autre côté, non, il n'y a pas le spacing pour pouvoir correctement y évoluer. On n'a pas forcément beaucoup de shooters d'élite autour de ces porteurs de balles. Donc même si tu fais beaucoup de pick and roll, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu fais beaucoup de pick and roll, mais t'as pas forcément l'écosystème qui a été idéal pour ça, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on avait une attaque qui était pas mal, mais peut-être pas génial, quoi.
Je pense que c'est pas mal dû à l'environnement qu'il y a autour, et comme tu parles de shooters spontanés, je trouve que ça rejoint bien l'idée que beaucoup de ces shooters entre guillemets, des Dejounte Murray, des Andre Hunter, sont des mecs qui sont pas mal, qui ont des volumes assez conséquents à mi-distance, et du coup qui vont pas transformer potentiellement ces réceptions, parce qu'ils vont peut-être recevoir la balle dans une zone de catch and shoot à 3 points, mais comme c'est pas des shooters spontanés, ils peuvent avoir un peu ce défaut d'aller ensuite rechercher leur tir à plus préférentiel selon eux à mi-distance, et c'est vrai que c'est ni efficace, et tu prends des tirs dans les mauvaises zones, et ça, comme tu disais, ça dépend aussi de la lecture du jeu de certains de ces joueurs, et je trouve pas que autour de Triangle, il y a des joueurs très, disons, intelligents dans l'approche, et je trouve que Bogdan Bogdanovic et Jalen Johnson sont peut-être les seuls joueurs des Hawks avec qui arrivent un petit peu à amplifier ou à profiter vraiment des décalages de manière intelligente qui sont créés par Trae Young. Et je trouve qu'à l'inverse des Andre Hunter ou des Dejounte Murray ont plus été des aspirateurs à spacing et des aspirateurs à décalage qu'on n'a pas assez profité cette saison. Ouais, et puis même, tu vois, Jalen Johnson, tu parles un peu de son côté connecting, et voilà, lui c'est aussi un shooter à petit volume, quoi. Donc a priori t'as un poste 5, un poste 4 qui vont pas beaucoup shooter, plus comme on l'a dit, donc voilà, cet aspect de spacing, malheureusement ça manque un peu, et comme dit, ce pick and roll, il y a besoin de tout pour que ça fonctionne complètement, et pour l'instant on n'a pas trop ça, quoi. Et tu vois, les associations de joueurs entre eux, ça peut marcher, notamment Luka Doncic, Irving, on peut dire aussi, c'est deux gros porteurs de balles qui jouent ensemble. Bon, sauf qu'en fait, pourquoi ça marche aussi, c'est parce que quand on l'a vu en finale et même en tous les playoffs, mais quand t'as un pick and roll de Luka Doncic, Irving il sert pas à rien, c'est même le shooter attitré qu'on veut le plus proche de Luka Doncic, parce que ça fait une menace à 3 points, quoi. Et je trouve qu'on n'a pas trop ça sur ce côté Triangle des Dejounte Murray. Évidemment, on n'a pas ce genre d'association et de synergie, donc c'est un peu dommage, et comme dit le reste de l'effectif, c'est pas non plus génial de ce point de vue-là. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu le bilan pour cette saison. Pour moi, c'est que l'écosystème n'est pas parfait, alors que je pense que tu aurais un talent avec Trae Young qui peut quand même, de par ce pick and roll, amener plus haut. Et voilà, ils font quand même beaucoup de pick and roll. Ils ont fait beaucoup de pick and roll en 2024, mais ça n'a peut-être pas eu les résultats collectifs attendus, parce que l'écosystème, encore une fois, n'était pas top. Et pourquoi aussi est-ce que j'ai cité les catch and shoot à 3 points? C'est parce qu'en fait, si tu vas voir le nombre de 3 points total, juste brut, en fait, ils sont 10e de NBA. Atlanta. Ils sont 10e de NBA en termes de fréquence à 3 points, donc tu dis, ah ouais, c'est quand même pas mal. Mais c'est pour ça que j'ai fait exprès de citer le nombre de catch and shoot à 3 points. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pull-up dans le lot. Et sur seulement les catch and shoot, c'est vrai qu'on tombe à 17e sur 30, donc c'est quand même beaucoup plus, dans la moyenne, littéralement, plutôt que top 10. Et je pense que c'est aussi un très bon indicateur pour moi, de la création de jeu, le nombre de catch and shoot à 3 points que tu es capable de générer, en fait. Donc voilà, c'est une belle illustration de ça, je trouve, ce côté, finalement, en termes de catch and shoot en soi, on n'est pas si haut que ça, même si en termes de nombre de 3 points total, on dirait que si, mais en fait non. C'est parce qu'on a aussi beaucoup de pull-up à 3 points tentés, donc voilà. Je crois que c'est la 4e, alors c'est ça, 4e stat. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Atlanta Hawks 2024? Alors, c'est une évolution de 2% à 16%. Ok. Et c'est le volume, c'est la fréquence à 3 points d'Onyeka Okongwu de 2023 à 2024. Ah. Il est passé de prendre 2% de ses tirs à 3 points, donc rien concrètement, à 16%. Qui du coup le fait passer d'un big qui prenait absolument aucun tir à 3 points à un intérieur qui est dans la moyenne de la fréquence à 3 points en NBA de l'époque moderne en 2024. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un peu quelque chose qui est poussé par Quinn Snyder et qui a été pas mal analysé par un analyste tactique. Je sais pas exactement c'est quoi son vrai intitulé, mais Bowser to Bowser sur Twitter, qu'on a même fait un article sur son Medium où il parle justement de l'attaque un petit peu d'Atlanta qui a été révolutionnée entre guillemets, même si c'est toujours pas devenu une très bonne attaque, mais qui a un peu évolué au courant de l'été, parce qu'ils ont transformé leur 5 out en un 5 slot,
Ce qui, en réalité, la différence vient du 5-out où souvent c'est l'intérieur qui est un petit peu en face du panier derrière la ligne à 3 points qui est au milieu du terrain, donc un petit peu soit dans des delay action, soit vraiment pour avoir un 5-out avec l'intérieur qui est au milieu du terrain. Et ce qu'a fait Snyder du coup avec Capella, qui est un non-shooter, mais aussi avec Onyeka Okongwu, qui l'a un petit peu poussé à devenir un shooter, c'est de l'utiliser plutôt sur le côté 45 degrés, mais à l'opposé du porteur de balle, et du coup de mettre c'est plutôt le poste 4 qui est potentiellement un shooter en face du panier. Donc ce qu'on appelle un peu le slot, hein. C'est pour ça l'aile, c'est un peu le slot. On appelle ça donne du terrain, ouais. Donc au lieu d'avoir un 5-out, c'est un 5 slot, et du coup c'est pour ça ça permet d'avoir le joueur qui est du coup défendu par le pivot un peu plus loin que le porteur de balle. Donc ça permet d'avoir du coup un petit peu en résumé de l'article et de l'utilisation, d'avoir une rim protection, enfin une protection du cercle qui est plus difficile à faire pour l'adversaire. Potentiellement un cut qui peut venir justement du poste 5, et ça aussi change un petit peu la géométrie du terrain, donc ça peut créer un peu de confusion. Et en fait, en plus de ce positionnement du coup qui change au début de l'action, il y a une vraie volonté du coup d'utiliser Onyeka Okongwu un peu plus comme un shooter cette saison. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré un petit peu un changement dans sa manière de prendre des tirs, parce que du coup augmenter à ce point-là la fréquence à 3 points, ça te fait réduire d'autres tirs. Et du coup, ça lui a fait réduire un petit peu sa fréquence au cercle. Ça lui a surtout fait réduire sa fréquence sur les longues distances. Ces longues distances sont passées de 9% de ses tirs à 0% de ses tirs. Donc en fait, concrètement, ils ont dit les longues distances c'est fini, quitte à prendre des shoots qui valent rien, tu vas prendre des shoots qui valent un peu plus mais que tu pourras potentiellement être toujours aussi un petit peu mauvais là-dedans, mais en tout cas, il y aura quand même un peu plus de notion d'efficacité et de spacing. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait avec Okongwu, et en plus, ils ont mis aussi en place des systèmes pour qu'il ait des tirs à 3 points dans les corners, ce qui était jamais arrivé avant dans sa carrière. Avant, il avait pris 10 tirs à 3 points dans les corners sur sa saison précédente. Il en a pris 50 cette saison sur un plus petit volume. Donc la fréquence dans les corners a vraiment augmenté. Et ce qui est plutôt positif, c'est quand ils ont réussi à maintenir son efficacité sur cette saison. En fait, il a rentré 33% de ses 3 points de cette saison. Donc son efficacité qui était de 1.35 points par tir tenté, elle est restée la même sur la saison 2024. Donc voilà, ils ont un petit peu changé sa manière d'être utilisé, mais ils ont réussi à garder son efficacité, et je pense que c'est un bon traducteur, cette utilisation de la prise de conscience de Quinn Snyder des problèmes évidents de spacing de cette équipe, et en essayant d'utiliser du coup un petit peu des trucs et astuces pour, malgré qu'il ait beaucoup de non-shooters sur le terrain, d'arriver à obtenir du spacing pour Trae Young. Oui. C'est, alors, pour dire aussi, hein, pourquoi est-ce qu'on le met sur l'aile, le pivot, plutôt que dans le corner, parce que, tu pourrais te dire intuitivement, on met le pivot dans le dunker spot, et donc comme ça, il est proche du panier, s'il y a une passe, il peut faire un dunk rapidement, quoi. En tout cas, avoir un tir proche du panier, c'est sa zone, plutôt qu'à 3 points où c'est pas un shooter, mais le problème, c'est que si tu mets ton pivot dans le corner ou dans le dunker spot, ça veut dire que son défenseur aussi est dans la zone. Alors que là, le but de le mettre sur l'aile, soit en haut, plein centre, soit sur l'aile, c'est que surtout, si tu le mets, même si c'est un non-shooter, tu essaies d'éloigner aussi son propre défenseur. Et donc de limiter, a priori, comme son défenseur, a priori, ça va être un pivot aussi, tu essaies de limiter la protection de panier de l'adversaire, en fait. Donc c'est aussi là-dessus que la stratégie est intéressante. On avait parlé dès le début de saison avec Wembanyama, qui a beaucoup galéré cette saison avec ça, où les équipes, en fait, les Spurs n'avaient pas du tout cette expertise pour faire des switch off-ball ou des trucs comme ça qu'on voit en playoff, en finale NBA, où ça switch partout, où en fait, qu'importe les match-ups, on arrive à garder le gros proche du panier. Voilà, Wembanyama, il n'y a pas du tout ce niveau de talent, et je crois qu'on avait parlé avec Phoenix, où déjà, en fait, vous voyez Nurkic qui se met sur l'aile et qu'empêche Wembanyama d'être protecteur de panier, donc ça se retrouve, c'est des Vassell. Bref, effectivement, la tactique est hyper intéressante, et je me souviens aussi d'un match contre New York, je crois, où il fait pareil. Alors, il le met pas tout le temps sur l'aile, parfois il le met dessus en tête de raquette aussi, au niveau de la ligne des lancers francs. Ouais. Et tu vois ça, fin de match contre les Knicks, et sur un mountain, donc, et tu vois ça, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il le met là? Et en fait, c'est parce que ça permet d'ouvrir plein de lignes de drive, quoi. Donc, en effet, il y a ce point. Premier point, c'est la créativité tactique de Quinn Snyder.
on l'a dit, hein, qui en 2021-2022, je crois tout à l'heure on en a parlé, mais meilleure attaque de NBA ou première et troisième attaque de NBA avec le Jazz, qui avait pas forcément un niveau de talent pur qui était énorme, mais juste avec du fit, avec des bons joueurs bien placés, avec de la tactique. Donc ça, c'est un très bon point. Et après sur Okongwu en lui-même, je sais pas quel est ton avis toi par rapport à ce joueur. Je peux dire ma stat rapidement, même si ma stat est un peu un prétexte parce que ma stat c'est moins 3,2. C'est à quel point est-ce qu'il inflige une perte d'efficacité au panier défensivement, dans la zone du panier pour les adversaires, moins 3,2. Le chiffre on s'en fiche. Sachez que les meilleurs de NBA sont autour des moins 12, moins 13. Voilà. Donc moins 3 pour un pivot, c'est quand même assez banal en termes de à quel point tu affectes les tirs au panier. Voilà, c'est autour de Lauri Markkanen, PJ Washington ou des mecs comme ça. Donc on n'est clairement pas sur un protecteur de panier d'élite. Et bon, c'est un peu un prétexte pour parler aussi de sa défense qui, à mon avis, n'est pas hyper bonne, y compris dans le périmètre en termes de pick and roll, etc. C'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant Capella et lui se partagent la minute plutôt que lui ne prenne enfin les rênes de l'équipe, parce que, enfin, je peux te lancer, mais qu'est-ce que tu penses du joueur? Parce que pour moi, c'est un joueur qui offensivement peut être hyper intéressant et a un potentiel, mais je reste encore un peu sur ma fin au niveau de la défense. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis même un peu déçu, parce que je pense que je le voyais mieux que ça, mais je pense qu'en fait, déjà sur la défense, il a un peu des limitations physiques, puisqu'il est pas si grand que ça en fait pour un intérieur, et je pense que il est pas non plus aussi vertical que on peut le penser, et je pense que ça manque un peu en termes de placement. C'est un joueur qui est jeune, donc je pense qu'il y a une progression à faire là-dessus, mais vu ses lectures offensives, je pense que c'est un joueur qui peut être bon dans la défense off-ball, parce que il peut apprendre un petit peu de ça, mais pour l'instant, il y a un peu un aspect assez brut qui est pas forcément très bon défensivement, et l'impact défensif est pas très bon, et en plus ça se voit sur les chiffres. On a parlé de la fréquence au cercle, la réussite au cercle des adversaires des Hawks, c'est pas si mauvaise que ça non plus. Je crois qu'ils sont 20e dans la défense du cercle en termes d'efficacité. Donc ça, c'est une bonne illustration des problèmes défensifs collectifs dont on parlait tout à l'heure d'Atlanta. Et moi, je suis plus chaud sur son attaque que sur sa défense, que je trouve limitée, et j'ai peur que ce soit des limites qui soient aussi liées à son physique qui est peut-être un peu petit, et donc qui soient pas forcément des choses qui puissent être gommées dans le futur. Pour dire, il fait 6'9" de taille, donc pas trop la taille d'un vrai pivot, qui sont plutôt autour des 6, 11, 7 pieds d'eau. Bon, pardon, je parle en métrique parce que on n'a pas les chiffres en centimètres précis, mais 6'9" par contre, il compense avec une belle envergure. C'est aussi l'intérêt de son profil, c'est 7'1" d'envergure de bras. Donc il a un bon bonus de bras par rapport à sa taille. Mais après, c'est vrai que pour moi, en effet, on est plutôt sur j'allais dire un prospect, ça commence à faire, mais il a que 23 ans, mais on est plutôt sur un prospect offensif, pour le coup, avec une capacité, alors un peu de catch and finish, des longs bras sur la finition autour du panier, un plutôt bon toucher de balle, mine de rien, mais surtout aussi une capacité à faire des dribble end-off, à jouer un peu dans le périmètre, des jeux de main à main, etc., faire des drives un peu, pas des drives crossover, balle en main, à la vraie extérieure, mais un drive de pivot, quoi. Je suis dans le périmètre, je suis en tête de raquette, ou je suis en 5-out, et puis je fais un drive un peu tout droit, ou alors je fais une fin de dribble end-off, et puis je pars en drive, etc. Donc oui, pour moi, il y a un peu ce potentiel plutôt offensif, mais c'est vrai que je pense que la limite pour l'instant, c'est un peu la défense, quoi. Donc c'est pas tant le potentiel offensif, moi, qui je pense le ralentit un peu, c'est à quel point est-ce qu'il peut défendre, quoi. Parce que clairement, s'il y avait la défense, je pense que dès cette saison, il aurait été un peu plus titulaire, enfin même beaucoup plus titulaire par rapport à un Capella. Mais c'est peut-être le dernier truc qui manque, et je sais que il y a beaucoup de fans d'Atlanta qui l'adorent. Je dis pas que je l'aime pas du tout, c'est juste que je suis pas encore totalement dans le bateau, en fait. Non, mais je peux comprendre. Et puis c'est marrant, tu viens de donner son âge. J'avais oublié à quel point il était jeune, et on l'a même pas mentionné dans le top 25 des moins de 25 qu'on a fait avec Baptiste. 23 ans, pardon, on l'a pas dit encore, 23 ans. Ouais. Tu te dis c'est un joueur à fort potentiel, et puis au bout d'un moment, ça fait quelques années que ça stagne déjà un peu, et c'est un peu difficile de se projeter dans mieux. Mais c'est vrai qu'offensivement, comme tu l'as souligné, c'est justement parce que c'est un bon joueur de end-off, c'est un bon joueur dans l'espace, qui peut être utilisé dans le 5 slot, justement, de l'attaque des Hawks. Et du coup, voilà, il y a quand même de la valeur à aller chercher, mais est-ce qu'il pourra jouer 30 minutes par match? Est-ce qu'il sera pas remplacé par un joueur qui sera une meilleure menace verticale et aussi un meilleur protecteur de cercle, donc quelque chose d'un peu plus classique, mais du coup qui fera pas autant que lui sur le périmètre, mais qui aura un meilleur apport défensif, quoi. Après, c'est encore jeune. C'est juste que pour l'instant, la défense n'est pas trop là. Après, si un jour elle vient, tant mieux. Pour l'instant, elle n'y est pas totalement, quoi. Mais voilà, 23 ans, il a quand même de beaux outils physico-athlétiques.
Faut rajouter peut-être un peu d'expérience, de savoir-faire, de ce côté cérébral, de lire les attaques et donc de bien défendre, etc., etc. Mais voilà, je pense que clairement on n'est pas sur une encre défensive en fait. Même potentiellement, je pense que si un jour il est titulaire à gros temps de jeu, c'est parce qu'on a plutôt quelqu'un qui tient la baraque défensivement et qui apporte une vraie plus-value en attaque, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas du tout impossible, hein, parce que comme dit, du dribble un peu, qualité athlétique très fluide, longueur de bras aussi. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'atouts intéressants à voir. Peut-être que certains fans d'Atlanta ont été un peu déçus parce qu'il met un peu du temps à exploser, pardon. Mm-hmm. Et voilà, il a que 23 ans, donc ça peut encore venir. Surtout avec les intérieurs, on sait que ça peut venir. Et est-ce que j'avais pas prévu trop de stats sur Capella, moi, mais est-ce que tu veux en profiter pour en parler maintenant ou pas? Moi, j'avais juste noté que, encore une fois, on a. J'en ai même pas une. Non, moi, c'est encore une fois le temps de jeu, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte, mais Capella a rarement joué d'énormes temps de jeu dans sa carrière. Et là, encore une fois, on est à 25 minutes par match cette année. Voilà, depuis qu'il est arrivé, c'est 25 minutes, 26 minutes, 27 minutes en 2022. Voilà, on est quand même pas sur les énormes temps de jeu, quoi. C'est censé être un peu le pivot titulaire. Et je pense que petit à petit, on voit aussi le glissement physique, mais je sais pas. Je sais pas s'il va continuer à être titulaire. Je sais pas. L'efficacité, j'avais pas vu, mais ça s'est vraiment bien cassé la gueule quand même, là. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, hein, ce que j'allais enchaîner sur le côté déclin physique aussi. Hein. C'est un intérieur qui était à son pic il y a quand même quelques saisons en étant plus jeune, mais parce que c'était un intérieur qui était catch and finish, mais aussi surtout le côté polyvalence, hein, polyvalence défensive, où c'est pas une encre défensive, le pivot rim protecteur de très haut niveau, hein, Capella, c'est plutôt le pivot un peu polyvalent qui peut switcher, etc. Et là, c'est vrai que le déclin physique et d'explosivité, notamment, fait qu'on est un peu moins efficace en attaque et puis en défense aussi. Donc voilà, c'est. Tu vois, en même temps, il a que 29 ans, quoi. Donc je sais pas trop quoi trop en penser, pardon, de ce déclin un peu jeune, quoi. Bah, c'est vrai que là, le déclin sur la dernière année, tu passes de 70% de réussite au cercle à 71%. Donc t'as déjà une énorme perte d'efficacité sur la zone où il prend quasiment tous ses tirs. Et un truc que j'avais pas forcément déjà remarqué, mais c'est le volume de perte de balles qu'il a. Ouais. En fait, il est vraiment inefficace. Là, sur cette saison, entre le fait qu'il doit être à peu près à la moyenne d'efficacité de la ligue sur le true shooting et qu'en plus il a un turnover rate de 10% alors qu'il a un usage de 15%, t'as beaucoup de valeurs qui fuient pour un mec qui est censé être justement efficace. Et défensivement, je pense que ouais, il y a des tout aussi problématique que peut être Onyeka Okongwu parce qu'il y a encore un peu des errances défensives. Clint Capella, lui, c'est plutôt physiquement que ça tient plus trop la baraque, quoi. Donc il y a de la valeur qui fuit. Mais oui. Ouais. Effectivement. Il est en fin de contrat en plus, fin de contrat 2025, 22 millions l'année. Donc est-ce qu'il va se faire échanger ou pas? Ouais. Je ne sais pas. On lui souhaite. Enfin, on leur souhaite. Oui, c'est pas pareil. Oui, voilà. Peut-être qu'ils vont aller chercher Dan Drayton, hein, peut-être. Je ne sais pas. Pas de réaction. Ouais, je sais pas. Je pense que de toute façon là, en tout cas, t'auras une upgrade bien sûr avec un Ayton à la place de Capella, hein, c'est sûr. Rizaché d'ailleurs, j'ai pas trop étudié moi Rizaché. On est plutôt sur un poste 4 d'après ce que j'ai compris. Mais ou tu me corriges, hein. Mais quelle va être un peu la raquette l'an prochain? Moi, tu t'attends à ce que moi je te corrige sur des joueurs qu'on fasse jouer en NBA, c'est osé. Non, j'en sais rien, je sais pas du tout. Je m'étais dit que je regarderais un peu la Summer League, puis j'ai regardé 2 actions et j'étais là genre, non, en fait, je vais attendre le début de saison. Je préfère regarder du basket. Non, ouais, je sais pas du tout, mais j'ai juste regardé les stats. J'ai vu qu'il avait des gros pourcentages à 3 points autour des 40%, mais 70% en lancer franc. Donc je sais pas à quel point on peut faire confiance à son tir, mais voilà, j'ai vu grosse menace au tir, j'ai vu qu'il était assez grand, mais pas forcément très épais, donc je sais pas à quel poste ils vont le faire jouer. Est-ce qu'ils vont le faire sortir du banc et derrière Jalen Johnson et DeAndre Hunter? Parce que potentiellement il pourrait jouer avec l'un comme pour jouer avec l'autre, je sais pas. Ou alors le faire jouer en 4 quand Jalen Johnson va plutôt jouer le 5 sur du 5 out, un petit peu run and gun. Je sais pas du tout. Ça va être hyper intéressant par contre à suivre, mais je ne saurais pas dire. C'est un peu ce que je pense. C'est à quel point, alors on va suivre le développement de Okongwu encore, hein, dont on a déjà parlé, oui. Mais à quel point est-ce qu'il n'y a pas aussi un plan peut-être de se dire, est-ce qu'à terme on va peut-être pas à terme, mais peut-être juste par séquence, ou je sais pas, mais le côté de suivre un peu Rizaché plus Jalen Johnson,
dans une sorte de small ball qui apporterait déjà du spacing et qui en plus défensivement pourrait aussi permettre d'avoir des schémas différents, quoi. Capella, Kongu, un rôle de protecteur de panier un peu classique, c'est pas top. Est-ce qu'on tenterait pas un peu plus une défense beaucoup plus en switch, beaucoup plus dynamique avec une raquette Rizaché, Jalen Johnson qui a l'air beaucoup plus mobile, beaucoup plus polyvalente. On verra ça. On fera un bilan en 2025 des Hawks l'an prochain. On verra qu'est-ce qu'on en dira, mais possiblement on peut avoir une équipe et une raquette totalement différente sur cette saison 2025. Ça, on est d'accord. Et ouais, clairement. Mais ça va être très cool à suivre, je pense, l'année prochaine, parce qu'il y aura moins d'attentes déjà, je pense. Et il y aura une équipe qui sera plus adaptée à Quinn Snyder et à Trae Young, donc ça peut être très cool à suivre. Et donc on enchaîne et on finit avec ta 5e stat du jour. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour les Atlanta Hawks 2024 ? Alors, j'ai longtemps hésité et je pense que tu vas parler de Jalen Johnson juste après pour la 5e, donc je te laisserai finir en beauté. Et moi je vais parler d'un autre joueur. Je sais pas s'il y aura grand chose à dire, mais la stat c'est 10 millions. Est-ce que tu sais ce que c'est ? 10 millions, non, je ne sais pas du tout. Est-ce que ce serait pas le salaire de Garrison Matthews ? Eh ben non, c'est le contrat qu'a signé Vit Krejci. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je dois avouer que des moments où j'ai regardé les Hawks un peu sur la fin de saison, c'était un peu morose. Il a un petit peu mis de la lumière sur le terrain, et ils l'ont signé pour 4 ans sur 10 millions. Donc 10 millions sur 4 ans, ça fait 1,5% du cap sur les 4 prochaines années. Donc il va pas coûter grand-chose. Cette saison, il a joué 500 minutes, donc c'est pas encore énorme, mais il a plus joué du coup sur la fin de saison avec une très grosse efficacité parce qu'il est un peu en surchauffe à 3 points, mais c'est surtout un forward très orienté sur la passe qui a une faculté à bouger avec et sans ballon, moi que j'aime beaucoup, dans le sens où il y a énormément d'actions où il récupère la balle après, je sais pas, potentiellement un end-off ou un short roll, il la redonne dans le corner, il va refaire un cut pour refaire un kick-out. Enfin, c'est un joueur qui lit très bien le jeu, qui est toujours en mouvement. Tu vois, on parlait de ces mecs-là qui sont pas des shooters spontanés ou des joueurs qui, après réception du ballon, vont enchaîner. Lui, à l'inverse, il est toujours dans ce truc-là de le mouvement un petit peu constant. Donc, il y a énormément de turnover parce que du coup, c'est un joueur un petit peu comme Trae Young qui va tenter des choses un peu fantasques pour vraiment créer des décalages. Mais c'est un peu une sorte de créateur un petit peu de chaos. Et du coup, il fait 6'8", donc c'est un mec c'est un assez grand, en tout cas pour un ailier, qui a déjà 24 ans, qui était 37e choix en 2020, donc qui avait joué 28 matchs au OKC, puis ça avait rien donné, qui avait pas vraiment joué la saison dernière, et là, qui a un peu plus joué sur cette fin de saison. Moi, j'aime beaucoup, et je me demande à quel point il peut pas un petit peu rentrer dans ce moule d'une attaque d'une équipe des Hawks qui serait très orientée sur l'attaque et la création un petit peu de décalage et de spacing de manière constante. Du coup, voilà, je voulais juste mettre un petit mot sur lui pour finir mes stats. T'as décidé de me spoiler mes All-Star Team, alors c'est ça? Oh, waouh. Désolé. Non, mais effectivement, je l'aime beaucoup. Petit chouchou. Ouais. J'aime beaucoup une bonne satisfaction de la fin de saison. Un joueur qui a pas forcément un potentiel énorme, mais effectivement, ce côté un peu très connecteur, très shoot, mouvement, etc. que t'as décrit. Donc ça fait du bien, quoi, pour fluidifier l'attaque. Exactement ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, ce côté, ça manque de spacing, ça manque de shooter spontané, et donc les stats de catch and shoot, etc. Tu mets un peu de mouvement là-dedans, c'est cool. Et alors, encore un très bon choix de draft de OKC, hein, comme Sengun, comme Derek Lively, comme non, je blague un peu parce que bon, il y a des erreurs aussi parfois, mais en tout cas non. Ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont abandonné, ce projet-là. Il a déjà 24 ans, il a été drafté 2020, hein, tu l'as dit. Ils avaient un peu abandonné, alors que pour le coup, je blague un peu, mais ça correspond parfaitement, tu sais, à la philosophie d'OKC, les joueurs qui draftent, hein, c'est-à-dire joueurs intelligents, capables de jouer avec du dribble, en fait, de jouer en mouvement, prendre des signes en mouvement, passer, shooter, faire un peu tout. C'est le genre de joueur que OKC adore.
Bon, au final, ils l'ont coupé, il atterrit à Atlanta, donc tant mieux. Mais oui, excellente petite addition, comme tu l'as dit, en plus pas cher du tout, donc ouais, on va suivre ça, une très bonne satisfaction de la saison. Et donc non, j'ai pas de stats sur Jalen Johnson parce que je savais que t'allais en parler, et donc j'en ai pas. Donc on ne va pas parler de Jalen Johnson aujourd'hui, mais non, je plaisante, mais même si je m'attendais à ce que t'en parles, j'en avais noté une un peu mineure, c'était 10,2. C'est son pourcentage de shooting foul, le shooting foul percentage. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fautes provoquées pendant une tentative de tir. Et bon, on va pouvoir en parler plus généralement du joueur Jalen Johnson qu'on adore tous les deux. Mais pourquoi est-ce que j'ai noté ça, c'est parce que c'est dans le 39e centile à son poste, donc à peine mieux que 39% à son poste, ce pourcentage de fautes provoquées pendant des tirs. Et pour dire, c'est au niveau de Trey Lyles, par exemple, de Darius Saric, de Diop Reese aussi, le fameux chouchou de FD, mais qui est surtout un mec qui fait du pick and pop. Bref, c'est quand même pas top, et je voulais aussi en parler parce que, d'ailleurs, au niveau des bigs, seulement des bigs en NBA sur cleaning the glass, il est 50e sur 71, sur ce côté, provocation de faute, ou alors pas provocation de faute, justement, 50e plus gros total sur 71, donc pas tant que ça de fautes provoquées. Et je voulais surtout en parler parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi un axe de progression un peu majeur, quoi. Parce que, je sais pas ce que t'en penses, mais le shoot, on pourra en reparler, mais à quel point est-ce qu'on croit au shoot ou pas, à quel point est-ce qu'il peut devenir un shooter de qualité à haut volume, je suis pas totalement convaincu. Donc pour moi l'axe de progression, ce serait pas d'acquérir un truc qu'il a pas, mais de développer ce qu'il a, ce qu'il fait de bien. Et donc notamment tout ce qui est un peu scoring, le punch, justement, parce que un peu punch, on peut dire comme ça pour être de manière générale, quoi, du punch un peu en drive, du punch un peu en post-up, etc. Il peut le faire, il est explosif, mais voilà, ce côté provocation lancé franc, j'avoue que c'est un axe d'amélioration pour moi, parce que on pourrait totalement avoir un scoreur plus agressif, en fait, au niveau des drives, au niveau du post-up, au niveau du scoring, tout simplement, dans ce côté tranchant et agressif. Il a totalement la carrure pour ça. En plus, c'est un très beau bébé, il n'est pas que explosif, il est extrêmement puissant. Donc pour moi, c'est un peu, je sais pas toi ce que t'en penses là-dessus, sur le scoring, sur le passing, sur le shoot, à quel point c'est vrai ou pas. Enfin, tu peux nous parler de Jalen Johnson, mais voilà, je voulais aussi parler de ça parce que ça peut être aussi une des manières de progresser. C'est pas d'inventer un shoot sorti de nulle part, mais plutôt peut-être d'être encore meilleur sur ce qu'il fait déjà de bien, quoi. Ouais, moi j'avais remarqué ce problème-là, mais d'une autre manière. C'était parce que j'ai trouvé qu'il s'était éloigné au cercle un petit peu cette saison. Enfin, éloigné du cercle dans ses tentatives et un petit peu plus travailler la zone du flotteur que la zone au cercle. Et du coup, je pense que c'est aussi une conséquence, du coup, le fait qu'il ait moins provoqué de fautes cette saison que l'année dernière. Parce que comme tu dis, 10%, c'est déjà pas beaucoup pour un intérieur. Et surtout que l'année dernière, il était à 12% de fautes provoquées sur ses tirs. Donc, t'as déjà ce truc-là qui est pas très très bon pour un joueur intérieur et qui est en plus en diminution. Et à côté de ça, t'as la fréquence sur le short mid qui a vraiment augmenté et la fréquence au cercle qui a diminué. Et je suis pas sûr que ce soit l'angle de progression qui fonctionne le mieux, entre guillemets, pour gagner en efficacité. Donc après, est-ce que c'était pas aussi un peu du laboratoire, et peut-être qu'aussi les défenses l'ont mieux défendu et lui ont mieux coupé l'accès au cercle, ce qui est aussi possible. Sur le shoot, moi j'y crois pas trop. Je pense que si il peut rester à autour des 35% sur le volume qu'il a actuellement, ça peut en faire un stretch big un petit peu, mais ce sera jamais une menace. Mais par contre, ça peut être un intérieur que si tu décides de le laisser tout seul, tu prends un risque. Et en plus, tu prends le risque parce que, au-delà du fait que dans le périmètre il puisse shooter à 3 points, il va pouvoir créer. Et c'est un très très bon connecteur. Et moi, c'est un truc que j'ai encore plus remarqué cette saison, c'est la rapidité et la qualité des lectures sur short roll. D'ailleurs, son ratio de playmaking a un peu augmenté. Il est passé de 0,69 à 0,84. Donc c'est un des intérieurs qui génère le plus de jeux pour les autres, en tout cas, et qui est pas seulement à la finition. Et pour moi, ça c'est l'autre angle de progression à continuer d'appuyer dessus, c'est la création pour les autres sur short roll dans le rôle de connecteur. Mais clairement, j'aimerais le voir plus sur du post-up. J'ai regardé un peu les stats de post-up, il y a pas un gros volume, il y a pas non plus une grosse efficacité. Comme tu as dit, il va pas beaucoup au lancer franc, il va moins au cercle qu'avant. Donc ça serait bien de pas trop s'éloigner de ça si j'étais le développement en tout cas des Hawks, et continuer à travailler ce playmaking, peut-être aussi sur le post-up, lui donner plus de possession au post-up pour qu'il puisse utiliser aussi son passing et sa lecture de jeu dessus. Et pour finir sur ses lectures de jeu et sa vision, je trouve que là où ça se voit le plus, c'est en transition,
où il trouve énormément ses coéquipiers et c'est un très bon joueur de transition à la finition, mais aussi dans la création pour autrui. Ouais. Non, mais effectivement, alors après, on dit pas que c'est pas bien. Si il peut ajouter un shoot, ce serait génial. C'est juste que c'est peut-être un peu improbable. C'est pas tant, c'est pas en mode il faut. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas tant il faut pas développer comme ça. Si tu peux tenter, c'est juste que la probabilité qu'il devienne un shooter de très haut niveau à haut volume, je pense qu'elle est assez faible. Donc pour moi, c'est pour ça aussi que une des manières aussi de développer et de passer des steps, c'est de t'en renforcer là où t'es déjà aussi fort, quoi. Parce que le shoot, si ça tombe, tant mieux. Mais on n'a pas quand même pas des indicateurs qui sont géniaux depuis quelques saisons. Comme tu dis, au moins 35% sur trois tentatives à 3 points. T'es respecté au moins un peu sur une majorité de matchs de saison régulière. Ce sera pas le cas en playoff, mais t'as déjà ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, avec son passing, en fait, tu peux créer du spacing sans shoot, en fait. Puisque si tu es le joueur qui a la balle, tu ne fais pas partie du spacing. Très, très simplement. C'est un peu Bam Adebayo à Miami, par exemple. Hein. Mais voilà, t'es un peu ce côté où, si c'est toi le passeur et que, avec la balle, t'es capable de tenir dans le périmètre, le spacing est là, quoi. Parce que t'es pas sous le panier à attendre sans ballon, quoi. Donc pour moi, il y a aussi ce côté-là de développement potentiel. Et c'est peut-être aussi pour ça que libérer un peu de plus avoir des jeunes téméraires, ça va peut-être aussi permettre et ouvrir de la place à ça, c'est-à-dire à un Jalen Johnson beaucoup plus créateur, beaucoup plus initiateur d'action. Alors peut-être pas 14 post-up par match, mais justement des séquences où il est en tête de raquette, des séquences en 5-out, donc où il est carrément en plein centre du terrain avec des cuts d'un côté et de l'autre où il peut faire le passeur, etc., etc. Je pense que ça peut aussi être une manière de contourner un peu ce spacing, ce manque de spacing qu'il peut représenter, si tu lui donnes la balle. Et tu peux le faire parce que c'est un créateur et c'est un bon passeur, donc c'est un peu c'est tout gagnant, quoi. Oui, il a le dribble aussi. Au-delà du bon passeur et de la bonne lecture, il est à l'aise avec et d'où encore une fois le lien vers la transition. Il peut porter la balle aussi en transition et vraiment accélérer le jeu et justement créer aussi ou amplifier des décalages par le dribble. Donc c'est vraiment c'est pas le connecteur parfait parce que il manque justement de 3 points. Mais c'est quand même très très bon pour son poste et je pense qu'ils vont de plus en plus aussi parfois l'utiliser un petit peu comme seul intérieur pour encore plus optimiser la vitesse et le spacing des Hawks. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop, ils se disent « Ah, c'est un joueur sympa qui commence à émerger ». Sachez qu'il a quand même un background de lycéen superstar, hein, pour le coup. Top 10 lycéen de sa recrue à l'époque, passé par Duke, etc. Alors, il a peut-être un peu déçu, c'est pour ça qu'il était que le 20e choix en 2021. Ouais. Donc voilà, mais sachez qu'il a quand même un passif de lycéen méga star. Donc il y a le côté explosivité, il est là aussi. Ça se recoupe un peu, hein, ce côté explosivité d'élite pour des stars lycéens. La création, je pense qu'il y en a quand même un peu pas mal. Enfin, il y en a pas mal. Après, il faut voir à quel point ça peut se développer au niveau NBA. Et c'est un peu pour moi toute la question, c'est à quel point est-ce qu'il peut prendre un volume de scoring. À mon avis, c'est est-ce que ça va rester le scoreur à 14, 15, 16 points par match, ou est-ce qu'on peut faire un vrai step-up, et est-ce qu'on peut avoir un vrai créateur de jeu et scoreur un peu, non pas implacable, mais à gros volume et à bonne efficacité. Ce sera un peu le point de bascule de son profil pour moi. Mais comme dit, hein, on fait le bilan 2024, mais on peut pas s'empêcher de se projeter vers le 2025 et de voir cette future raquette avec Riz Haché et les possibilités qu'on peut faire en termes de passing, de spacing, d'organisation. Ça peut être pas mal. Donc voilà, Jalen Johnson, tous les deux on adore. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé cette saison dans l'hebdo de toute façon, sans aucun doute. Est-ce que on a fait 5 stats chacun du coup? Est-ce qu'il te reste des stats à nous énoncer, vu qu'on avait un peu fini, on a fait les 10 stats de la saison? Est-ce qu'il t'en reste un peu en bonus? J'avais le WoWi Trayon des gens t'aimeraient. Alors c'est quoi le WoWi? Rappelle-nous. C'est le With or Without You. Et en gros, c'est pour exprimer l'efficacité offensive et défensive de l'équipe avec ou sans joueurs sur le terrain. Et ce qui était intéressant de regarder, c'était quand les deux, Trae Young et Dejounte Murray, étaient sur le terrain, le net rating des Hawks est de moins 5,7. Donc c'est une équipe de bas de tableau. Avec Trae Young sur le terrain, sans Dejounte Murray, le net rating était de 3,4. Et avec Dejounte Murray et sans Trae Young, le net rating était autour de 0. Du coup, c'est un peu ce truc-là en réalité, l'équipe, t'as donné le net rating tout à l'heure de l'équipe qui était de moins 1,6. En fait, les Hawks ont beaucoup mieux fonctionné quand seulement un des deux était sur le terrain. Et ce qui était intéressant, c'est que par contre, les deux ont une plutôt bonne synergie avec Bogdanovic. Donc je pense que le choix a été aussi fait par rapport à ça dans le front office des Hawks
si nous on se rend bien compte que ça fonctionne pas, je pense que eux se sont aussi rendus compte que les deux ensemble, Trae Young et Dejounte, fonctionnaient pas, mais que l'association avec Bogdanovic offensivement en tout cas donnait de très bonnes choses, et on risque d'avoir encore plus de minutes du coup avec Trae Young et Bogdanovic sur le terrain la saison prochaine, et ça devrait être plutôt chouette offensivement en tout cas. Je voulais pas trop enfoncer le clou sur Trae Young, mais en même temps, sur Dejounte Murray. Mais c'est vrai que ça fait partie du bilan aussi, hein, mais encore une fois, on a une saison où il n'est pas efficace du tout. Moins 4% d'efficacité par rapport à la moyenne. Et le problème de Dejounte, c'est, enfin, on l'a déjà dit, hein, depuis pas mal de mois, mais c'est ce côté où, son propre scoring n'est pas hyper efficace, même pas efficace du tout, donc, comme on le dit, moins efficace que la moyenne. Et puis, en plus, même off-ball, il apporte pas tant que ça de menaces et de synergie avec Trae Young. Donc c'est un peu problématique, sachant que son playmaking est sympa, mais c'est pas non plus un génie de la passe, quoi. Donc il y a pas ce côté création, valeur ajoutée là-dessus. Et puis surtout, je pense qu'il y a la défense aussi, qui a peut-être été le point le plus décevant à Atlanta. Même si on pouvait commencer un peu à s'en douter, hein, en fait, vous pouvez reprendre le podcast que j'avais fait il y a 2 ans quand il est arrivé. Et voilà, déjà à San Antonio, quand il commençait à exploser offensivement, on voyait que défensivement c'était moins bon. Et voilà, on a vu un peu ça, y compris cette saison, où je pense que les gens qui ont vu beaucoup de matchs des Hawks un peu en détail, ils ont un avis différent de ceux qui sont un peu restés sur l'image un peu générale de c'est un excellentissime défenseur, all defense, comme à l'époque des Spurs, etc. Voilà, c'est pas trop le cas, mais effectivement pour Dejounte Murray, pour le bilan de cette année. Est-ce que tu avais d'autres stats encore à nous proposer? J'en avais 3 sur DeAndre Hunter, qui a augmenté son efficacité, qui a 103 true shooting plus cette saison, mais du coup qui a jamais été autant assisté sur ses paniers que cette saison. Il est passé de 67% de ses paniers qui étaient assistés à 76%, et un des gros changements en termes d'efficacité viennent des drives, où sur 5 drives par match, il est passé de 43% de réussite à 50% de réussite sur les drives. Donc voilà, ça sera ma dernière stat. DeAndre Hunter, je n'ai pas encore totalement abandonné le bateau, mais j'y ai de moins en moins en place dedans. Oh là, je vais pas y arriver. Bref, vous avez compris. Non, mais effectivement, et en même temps, est-ce qu'on le veut pas aussi de plus en plus assisté, ah bah oui, de moins totalement. en moins créateur. C'est positif. Pour moi, le fait qu'il soit de plus en plus assisté, c'est positif. Ouais. Justement, et ça montre bien qu'en étant de plus assisté, il est plus efficace. Et je pense qu'une fois que ses mi-distances auront aussi un petit peu diminué, on peut avoir quelque chose d'assez positif. Mais là, pour l'instant, il y a encore, tu me diras 103 true shooting plus, voilà, on a un joueur il y a moins de valeur qui fuit, et défensivement, il y a rien d'incroyable chez DeAndre Hunter, mais ça reste un joueur que tu peux mettre dans différents schémas, et surtout s'ils veulent aller un petit peu sur du switch all, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un profil comme le sien. Moi, j'avais 171. C'était les minutes de AJ Griffin cette saison, qui n'a pas du tout joué cette année 2024. Non. C'était un peu une surprise parce que l'an dernier... qui a été tradé aussi. Ouais, du coup, qui a fini par être tradé, mais un peu une surprise parce que l'an dernier, c'était 1400 minutes. Hein. Il faisait partie de la rotation, etc. Et en plus, on était content parce que Griffin, pareil, ancien énorme lycéen, mais qui s'était blessé au genou, donc il a un peu perdu ce qui faisait sa force au lycéen, l'explosivité pure. Mais mine de rien, on a vu des bonnes choses en termes de un 3&D qui a aussi un peu de drive, un peu de puissance, et puis défense et 3 points. Mais j'ai l'impression que ça a pas collé avec Quinn Snyder, peut-être pour un côté défensif éventuellement, mais bon, oui. C'est quand même un joueur hyper jeune, hein, mine de rien. AJ Griffin, je crois qu'il a quoi? Il a 22, 23, je dirais, à la louche. Je suis en train de regarder, non, 20 ans. Il a 20 ans à peine, et bientôt 21, le 25 août. Mais voilà, c'est un peu une déception aussi pour cette saison. Les raisons précises, on les a pas totalement. Et là, voilà, c'est même pas il a même pas eu sa chance, quoi. Donc il a fini par être échangé. Donc effectivement à Houston, mais voilà, dans le bilan de la saison, je pense qu'il fallait le souligner et dire aussi que ça l'année, hein, pour la famille Griffin, hein, parce que. Moi, c'est ce que j'étais en train de dire, ce que j'étais en train de penser, ouais. Ça l'année. Ouais, le papa qui s'est viré de Milwaukee et puis le fiston qui joue pas du tout à Atlanta, on verra à Houston. Et puis non, j'en avais une dernière, c'était 47,3. Est-ce que tu sais ce que c'est 47,3? Waouh. C'est un pourcentage de réussite? Oui, tout à fait. Mais de qui? Trae Young sur pull-up à 2 points, j'en sais rien. Non, presque, mais pas du tout. Non, c'était le pourcentage de réussite en carrière de Landry Fields. À l'époque où il était joueur. Non, mais c'était pour... est-ce qu'on va avoir au moins, pareil, 47,3% de réussite sur ses choix de GM désormais? Lui qui est GM d'Atlanta, Landry Fields, l'ancien joueur. J'avoue que
on aurait fait ce podcast il y a 6 mois, on aurait été beaucoup plus négatif. J'ai l'impression que les décisions récentes sont quand même un peu meilleures. Je pense que au-delà de la blague de ce pourcentage de réussite, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, quoi. J'ai l'impression qu'elles sont plus alignées avec Quinn Snyder. Et de ce que j'ai lu un petit peu, parce que du coup quand j'étais sur place à Boston, j'avais rencontré 2 journalistes, enfin une journaliste télé et une journaliste écrite d'Atlanta, et du coup je les ai suivis sur Twitter pour voir un petit peu ce qu'elles faisaient. Et il y a d'un peu des insiders d'Atlanta ressort qu'il y a un peu plus d'alignement et de communication entre Snyder et Landry Fields, et enfin en tout cas le front office. Et c'est d'ailleurs Snyder qui était allé sur place à Bourke pour suivre la fin de saison de Riz Haché. Donc je pense qu'il y a un peu plus de continuité peut-être, et du coup ça peut être très bénéfique. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi, les 6 derniers mois m'ont potentiellement fait un peu changer d'avis sur la stratégie de Landry Fields, à voir si ça sera un coup d'épée dans l'eau ou si c'est quelque chose qui va continuer dans le temps. Landry Fields, pour ceux qui connaissent pas, la coqueluche des New York Knicks à l'époque, pendant quelques mois. Avec Jeremy Lin, non, c'était l'ami il faisait des chorégraphies un peu. C'était c'était saison 2010-2011, c'était le joueur qui en quelques mois, qui a un choix de 2e tour, qui était devenu tellement bonne surprise qu'il était intouchable dans le trade de Carmelo Anthony pour février 2011. Voilà. la machine New York, et après, effectivement, 1 an après, il y aura la Jeremy Lin, la Linsanity, encore pire. Ah oui. Mais non, qui est-ce qu'il y a aussi dans ce front office? Dans le front office des Hawks? Des Hawks. Il y a un ancien joueur des Hawks. Ah, j'allais dire, il y a le fils du propriétaire aussi, non? Alors, il y a ça, mais un ancien All-Star des Hawks. Oui, c'est vrai qu'il est All-Star. Oui, parce qu'il était avec Quinn Snyder à Bourke pour voir Riz Haché, c'est l'ami Kyle Korver. Exactement. Landry Fields, c'est Kyle Korver qui est son assistant GM. Bref, on commence à divaguer. Voilà pour ce bilan 2024 des Hawks en 10 stats et un peu plus. En tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur Basket Lab. Eh ben avec grand plaisir. C'était content de continuer cette petite série. On verra c'est quoi les prochaines équipes qu'on va devoir analyser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cet épisode qui, pour une fois, pas d'anachronisme. Hein, vous l'avez vu, on l'a pas enregistré en avril comme certains qu'on a déjà publiés. Non, cette fois ça a été enregistré en plein mois de juillet. Donc on a pu même parler de Zachary Riz Haché qui s'est fait drafter entre temps. Il y a eu le trade de Dejounte Murray aussi, on n'a pas trop développé sur Dejounte Murray aujourd'hui, mais bon, finalement rien de nouveau à apporter à l'équation et qu'on n'avait pas déjà dit par rapport à d'habitude, hein, finalement toute l'année et même il y a pas longtemps. Bref, donc voici pour ces Hawks qui ont été un peu décevants cette année, mais on espère que un nouveau cycle s'ouvre. Et donc, nous, de notre côté, pour la prochaine fois, pas de hasard, hein, mine de rien, on va pas le refaire venir une 3e fois, pas aussi rapidement en tout cas, mais la prochaine fois, on va parler des Brooklyn Nets. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.